Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Ryan, je suis avec Théo. Ouais, salut à tous. Et on se retrouve pour ce premier podcast mensuel. Chaque mois, on va se retrouver pour parler de 10 films chacun. Alors, on va, comme on se le disait, on va essayer de prioriser les films récents, les films sortis récemment. Mais pour compléter nos tops, eh ben, on pourra parler aussi de films beaucoup plus anciens. Donc, Des séries aussi. séries aussi, ouais, t'as raison de me reprendre des séries, pareil, plus anciennes ou récentes. Mais on priorisera aussi les récentes. Donc, comment ça va se passer? On a une sélection de 10 films ou séries chacun. Et on va faire un classement, on va commencer du moins bon au meilleur parmi ces 10 films. Et on va chacun notre tour, voilà. Alors pas chacun notre tour faire le classement, on va faire, voilà, moi je vais commencer mon dixième, Théo fera son dixième, etc. etc. Je tiens d'abord à rappeler que ce podcast est disponible partout déjà, donc sur YouTube, donc format vidéo, hein, vous verrez les affiches des films, voilà. Ah, je me suis quand même fait chier pendant 20 minutes avant, donc YouTube c'est cool. Mais vous pouvez aussi nous écouter sur Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer. Voilà, et je le dis, n'hésitez pas si vous voulez nous écouter sur une autre plateforme, comme... Il y a quoi d'autre frère? Il y a rien d'autre, ça n'existe Je plus sais après. pas, la tête sous le dos. Théo, si on lui parle de musique... Oui, là, faut arrêter, hein. Bon, on est prêt. Et c'est donc moi qui vais commencer avec ma dixième position. Euh, alors là, c'est un film dont très peu de gens ont parlé, qui est sorti récemment. Ça s'appelle The Integrity of Joseph Chambers. Donc l'intégrité de Joseph Chambers. Elle, Euh, on est... oui, voilà. Alors là, vraiment, la traduction était peut-être pas nécessaire. Je pense que tout le monde avait compris. Donc le synopsis, un père de famille, dans l'espoir de prouver ses capacités de survivaliste et sa virilité à sa famille, décide de manière irresponsable de partir dans les bois et d'aller seul à la chasse aux cerfs. Bon, on n'est pas sur le plus grand synopsis, on n'est pas sur le plus grand synopsis de l'histoire. Alors au cast, c'est Clayne Crawford qui est l'acteur principal, je connaissais pas du tout. Et son fils, putain, je viens de voir, ses enfants, c'est vraiment ses enfants. Voilà. Dans le film. Oui, oui, parce Mm. que dans la vraie. Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie avec ce film? Déjà, c'est Jeffrey Dean Morgan qui joue dedans. Alors, Jeffrey Dean Morgan, c'est Negan dans The Walking Dead, c'est bientôt dans The Boys. C'est un grand acteur, donc je suis très fan de son travail, donc je suis à peu près tout ce qu'il fait. Euh, et euh, alors, il y a plusieurs choses aussi qui m'ont donné envie. La bande-annonce était assez cool. Et il y avait un truc un peu captivant, très 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 contemplatif. Mais le problème de ce film, donc il est en dixième position, je l'ai vraiment pas trouvé très bon. Il y a des choses très intéressantes, mais le problème c'est que ça dure 1 heure et demie alors que ça devrait juste être un court métrage de 20 minutes. Et du coup, ben, on a des moments qui sont étirés en longueur, mais quand je vous dis étirés en longueur, c'est vraiment du jamais vu. Honnêtement, j'ai jamais vu ça dans un film. C'est-à-dire, donc en gros, le Joseph Chambers va aller dans la forêt, va chasser, et puis va malencontreusement tirer sur quelqu'un. Voilà, donc je vous dirai pas ensuite ce qui se passe, mais le moment par exemple où il va tirer sur le gars, ça va vraiment durer, je dirais 15-20 minutes de oh non, 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 qu'est-ce que je viens de faire, qu'est-ce que je viens de faire, le gars qui panique. Et en fait, toutes les scènes, c'est ça, c'est 20 minutes d'un truc qui aurait pu être fait en 3 minutes, et c'est chiant. Alors, c'est bien filmé, j'aime beaucoup la réal, c'est très contemplatif, mais c'est cette fine limite du contemplatif qui peut vite devenir chiant en fait. Et moi j'aime les films contemplatifs, c'est vraiment le cinéma, je pense, me décrit le plus. Mais il y a une limite qui est très fine entre effectivement le contemplatif et le chiant. Maintenant, les points positifs, je trouve effectivement, c'est la réalisation que je trouve vraiment bonne. Il y a une vraie ambiance. En fait, ce qui est fort, c'est que je trouve qu'on est limite dans un huis clos dans une forêt. Ce qui n'est pas vraiment bon, le terme huis clos, je sais pas s'il marche ici, mais on a vraiment cette sensation-là. Et je trouve que ça, c'est très bien fait. L'acting est très bon. Clayne Crawford, que je connaissais pas, est vraiment un très bon acteur. La réal, donc c'est Robert McCoyan, voilà, qui est à la réal, et je trouve qu'elle est très propre. Et donc, ouais, très bonne prestation de Clayne Crawford, qui est l'acteur principal. Et Jeffrey Dean Morgan, bon, si vous voulez aller voir le film pour Jeffrey Dean Morgan, il est dans les 10 dernières minutes du film. La fin du film est superbe. Jeffrey Dean Morgan est génial. Je peux pas vous dire le rôle parce que ça spoilerait un peu. Mais Jeffrey Dean Morgan a trop de flow.
Bon, bah, c'est Jeffrey Dean Morgan hein, qui est l'acteur. Le charisme, quoi. Bon, le charisme naturel. Et la fin du film est par contre très très cool. Mais pareil, je pense au dernier plan. Le dernier plan, il dure 5 minutes alors qu'il pourrait en durer une, quoi. Et c'est ça tout le film. Et c'est fatigant à la fin. Donc le film, finalement, sur la forme, enfin, sur tout l'aspect esthétique, l'acting, tout ça, il n'y a rien à redire. Par contre, sur le fond, ben, c'est vraiment un court métrage. Et je pense que si ça avait été un court métrage, ça aurait été vraiment un très bon court métrage. Est-ce que je t'ai donné envie de voir ça? Bah, il y a quand même des bons points positifs qui peuvent donner envie de voir le film. Après, c'est vrai que moi, le cinéma contemplatif, j'aime bien quand c'est bien fait. C'est pas le cinéma qui m'attire le plus de base, donc c'est vrai que là, si c'est un moyen film contemplatif, je sais pas si je le regarderai, c'est pas sûr, mais parce que moi, du coup, j'ai pas vu le film. Et mais pourquoi pas? Il y a quand même voilà quelques petits points positifs qui peuvent donner envie. Il est sorti en février aux États-Unis, hein, donc c'est très récent, il n'est pas sorti en France. Et je sais pas si il sortira comment on dit, direct on DVD, je crois, un truc comme ça. Et Donc ouais. en DVD en France uniquement. Donc voilà, c'est pas du tout un film que je vous conseille. C'est ma 10e position, donc on commence tranquillement. Théo, ta 10e position. Alors ma 10e position, moi, c'est un film qui est sorti au cinéma très récemment en France, qui était quand même un peu attendu, même si le marketing autour du film n'a pas été très très bon. Voilà, il n'a pas été très bien pubé. Donc c'est 65, le film avec Adam Driver, qui est un acteur mondialement connu, qui est un superbe acteur, qui là, bon, peut-être qu'il aurait peut-être pu refuser le projet. Mais, donc c'est produit par Sam Raimi quand même. C'est les scénaristes de Sans un bruit, qui était un super film horrifique. Et donc là, on se disait, film avec Adam Driver tout seul dans la forêt qui doit survivre sur la planète Terre il y a 65 millions d'années, donc avec tous les dinosaures qui peuplent la Terre à ce moment-là. Donc le film promet, on se dit, bah, ça va être un survival assez intéressant parce que c'est vrai qu'en termes de dinosaures, on n'a que Jurassic Park comme référence. Et donc on s'est dit peut-être que là, ça pourrait être un nouveau film de dinosaures qui peut être sympa, qui peut nous faire découvrir d'autres races de dinosaures qu'on n'a jamais vues au cinéma encore, et voilà, explorer le côté terrifiant. Donc ça, c'est ce à quoi on pouvait s'attendre. Mais au final, c'est une histoire sans intérêt. Adam Driver doit partir en mission, c'est un astronaute. Il doit partir en mission pour gagner de l'argent, parce qu'il est payé par l'État pour partir en mission, machin. Et donc, il doit gagner de l'argent pour payer les frais médicaux de sa fille, qui est malade. Donc ça, on le sait dès le début du film, hein, c'est pas du spoil. Et donc, il arrive sur cette planète Terre, là, il s'échoue sur cette planète parce qu'il y a eu un accident avec des météorites et tout. Enfin, c'est un peu bizarre. Et donc, il arrive sur cette planète et il trouve une fille qui était pas cryogénisée, mais enfin voilà, qui était dans le vaisseau, qui dormait, quoi. Et personne n'a survécu dans le vaisseau à part lui et cette petite fille. Et du coup, pendant le film, il va prendre cette petite fille comme sa fille qu'il a abandonnée pour pouvoir la soigner, quoi. Et donc, ça fait penser un peu à The Last of Us, mais c'est tout. Ouais, Le... Voilà, la comparaison avec Last of Us s'arrête ici. L'alchimie entre les deux personnages se fait pas très bien. Il y a quelque chose d'intéressant qui est pas du tout exploré, c'est que elle ne parle pas du tout la même langue que lui. Du coup, ils ne peuvent pas se comprendre, parce qu'en plus, elle parle pas le langage des signes et tout. Et dans Sans un bruit, justement, il y a un personnage qui est sourd. Hmm. Et donc, ils arrivent à faire des techniques de mise en scène très intéressantes avec ce personnage là, dans Sans un bruit, qui est là, n'est pas du tout exploité, en fait. Ils arrivent à se comprendre par des signes qui ne veulent rien dire, on ne sait même pas comment ils arrivent à se comprendre, enfin bref. Donc en fait, c'est pas du tout exploité, alors que ça aurait pu être intéressant. Et surtout, bah, les dinosaures, c'est toujours les mêmes, quoi. Il y a un T-Rex, il y a des vélociraptors, et puis voilà, quoi. Donc c'est un peu compliqué de. C'est un film, il a un fusil qui tue, qui one-shot tous les dinosaures, donc il n'y a même pas de suspense, quoi. On se dit putain, il va crever et tout. Il a son fusil surpuissant. Donc voilà, les idées étaient très bonnes.
Il y avait un potentiel, mais il n'y a pas grand-chose à sauver. C'est tout juste divertissant, ça dure pas longtemps. Donc bon, évidemment, je vous conseille pas le film. Voilà, si vous êtes fan Ok. de dinosaures, encore moins. Ben, moi le film me donnait envie parce que, bon, le truc de dinosaures et tout, c'est pas ce qui m'attire principalement. Mais là, il y avait Adam Driver, donc moi je suis très 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 fan d'Adam Driver. Et j'ai pas pu aller le voir, je voulais aller le voir, mais c'est vrai qu'Adam Driver, ça fait partie des acteurs que je regarde en VO parce que j'adore sa voix. J'ai jamais écouté en VF. Je sais pas si la VF Euh, est bien ou pas. j'ai déjà entendu, ça va, je crois que c'est pas Ouais. mal. Ouais, mais je suis trop attaché à la voix d'Adam Driver. Je trouve qu'il a un vrai truc dans sa voix. Mm. Et du coup, ouais, je voulais le voir en VO. Malheureusement, mon cinéma a diffusé genre 3 jours en VO et puis après qu'en VF. Mais bon, ouais, de ce que tu m'as dit, j'ai pas loupé grand chose. J'irai le voir, je pense. Mais peut-être même carrément pas au cinéma. Mais, c'est dommage parce que, alors, tu vois, il y a pas eu tant, comme tu disais, de communication dessus. Mm. Alors que je pense que c'est le genre de film qui aurait pu bien marcher, tu vois, même pour les Oh, bah enfants et oui, tout. un bon blockbuster, Hmm. ça a pu bien marcher. Ouais. Ouais, et je sais que pour beaucoup, ça a été. C'était pas un film hyper attendu, mais c'était quand même assez attendu dans son style. Oui, voilà. Et je sais que ça a déçu beaucoup, beaucoup de personnes. Donc, ouais, moi j'irai le voir, mais c'est vrai que les retours m'ont un peu refroidi, hein, du coup. Mm. Ouais. Mais je pense que le seul truc qui m'attache encore à aller voir le film, c'est Adam Driver. Ouais. Moi, il fait son taf, mais voilà, il fait pas une performance. C'est pas ça qu'on va retenir de sa Oui, oui. carrière, quoi. Ok, bon, ben, moi, ma neuvième position. Alors, là, on change complètement, ça n'a vraiment rien à voir. C'est un film, alors, qui n'est pas sorti cette année. Quand je vais vous dire une phrase, vous allez rire. Mais c'est un téléfilm TF1. Il y a zéro van, d'accord. Et je suis tombé dessus, je sais plus, je crois une pub sur Twitter, un truc comme ça. Et déjà, je vois Thomas Sisley. Alors, Thomas Sisley, c'est un acteur français que j'aime beaucoup, qui est très Mhm. charismatique. Et du coup, je vois l'affiche du film, et déjà, elle me donne envie. Et je vais voir le synopsis, et donc c'est basé sur une histoire vraie d'un petit garçon qui va se faire abandonner par sa mère et va se retrouver sous la garde non officielle, hein, mais voilà, c'est lui qui va s'en occuper, d'un ancien bandit, d'un ancien prisonnier Ok. qui vient de sortir de prison. Et Mhm. alors le film, je l'ai vu sur MyTF, frère, j'ai 102 ans. C'est un film de dinguerie. Bientôt la retraite. Ah, mais je te jure. Mais je l'ai vu juste avant Téléfoot. Télé- Non, mais du coup, le film me donnait vraiment envie. Et même dans la bande-annonce, je trouvais que la réal était propre. Et oui, alors la réal est propre. Alors ça reste voilà, un téléfilm, donc il y a moins de budget. Et le film a été coupé en deux, bon, comme font la télé, parce que. Beaucoup de gens croyaient que c'était une mini-série de 2 épisodes. Non, c'est juste que la télé, en gros, ils coupent leurs émissions en deux depuis quelques temps. Ils font ça pour pouvoir dire, Ok. les audiences du truc. Si tu Mhm. gardes toute la diffusion, bah, du coup, l'audience moyenne va être moins bonne. Alors que si dans ta communication, tu prends que l'audience de la première partie, l'audience sera meilleure. Et Ah du coup, oui. c'est pour ça qu'ils coupent en deux. Ok. C'est juste pour leur communication. Bon, voilà. Mais c'est bien un film, hein. Ok. Ok. Et Thomas Sisley est d'ailleurs producteur sur le film. Alors, c'est réalisé par Frank Brett, voilà, enchanté. Et je trouve la réal vraiment propre. Il a réussi vraiment à camoufler le manque de budget parce qu'on est sur un téléfilm. Et c'est vrai que les téléfilms, c'est toujours réalisé de la même manière. Et je trouve que le fait que le film soit coupé en 2 parties est assez intéressant, parce que la première partie, je la trouve pas très bonne. Je trouve qu'il y a des incohérences alors qu'on est sur une histoire vraie, et trop téléfilm, tu vois, dans la réalisation. Ok. Ouais. Mais la deuxième partie est vraiment très bonne. Et dans la deuxième partie, il y a une actrice qui apparaît, qui est alors Lizzie Brocheret. Et je savais pas qu'elle était française, Lizzie Brocheret, parce que Théo, elle joue dans une série qu'on a vue, que je t'ai Ah bon? conseillé. Elle joue dans American Gigolo. Et elle joue Ah, tu vois, la fille de la prostituée, là. Enfin, tu sais, celle qui a repris le trafic de sa mère. ok. 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 Et je Ok. savais pas qu'elle était française. D'accord. Bah, elle parle français dans American Gigolo, je crois. Ah ouais, putain, je me rappelle plus. Mais en tout cas, voilà, je l'ai vu dans ce film. Et pareil, bon, il y a des petites incohérences, même des grosses facilités scénaristiques.
Mais je trouve que la fin du film est superbe, très touchante. Et le fait que ce soit une histoire vraie, je trouve ça fou. Parce que justement, il y a toutes ces incohérences. Et bon, ben, même si t'as ces incohérences en tête, tu dis ouais, mais c'est vraiment arrivé en fait. Et il y a des choses qui ne sont pas arrivées dans la vraie vie. Il y a des choses qui ont été romancées, hein, forcément. Mais c'est une histoire vraie qui est assez folle. Et en vrai, je vous recommande vraiment ce film. C'est un bon film français. Je trouve que la tentative est vraiment, vraiment réussie pour le coup. Et Thomas Sisley est vraiment très bon. Alors au début, j'étais là, peut-être un peu dans le surjeu parfois. Mais finalement, il y a un truc qui se crée. L'alchimie avec le petit fonctionne très bien. Le petit d'ailleurs joue très très bien. Jordan, je suis désolé, le nom de famille. Jordan Delassus. J'ai 12 ans. Frère, je suis désolé. Jordan Tu m'y Delassus. attendais si peu. Mais non, en vrai, c'est un bon téléfilm que je vous recommande sur MyTF1. Cette phrase, frère, que je vous recommande sur MyTF1. Mais ouais, Jean-Pierre Fermé. ça a été diffusé le lundi 20 mars. Et je trouve que c'est vraiment réussi. Et puis, c'est des propositions qu'on voit pas souvent dans le cinéma français. Et tu vois, je trouve que ça méritait largement d'être diffusé au cinéma, quoi. Ouais, Euh, ok. donc voilà. Et Thomas Sisley, je sais pas si tu vois. Mais c'est un Non, vrai, vrai bon acteur. Et c'est le genre d'acteur qu'on kiffe tous les deux. Très ok. charismatique. Et il fait un vrai, vrai bon taf dans le film. Ok. Voilà, donc oui, un téléfilm TF1 que je Qui est recommande. bien. Voilà, c'est C'est... possible. Ok, Théo, ta 9ème position. Alors moi, ça va changer aussi par rapport à 65. C'est que déjà, c'est une série. Et donc, c'est une série qui s'appelle, je pense que tout le monde la connaît, s'appelle You. Donc, je vais spoiler les trois premières saisons, mais je Ouais. vais pas spoiler la quatrième, par contre. Donc, Parce ça que, parce que reprend la à... partie 4 est sortie. Alors, j'ai le 9 février. Enfin, non, la saison 4, partie 1, le 9 février. Et la partie 2 de la saison Ouais. 4, le 9 mars. Ouais. Mais bon, moi, j'ai tout regardé d'un coup, parce que je voulais pas, voilà, attendre les deux parties, tout ça. Ok, moi j'ai vu que la partie 1, je tiens à le dire. Ouais. Et donc, bah, tu pourras du coup donner aussi ton avis sur la Ouais. première partie. Donc, bah, You, ça avait quand même très très bien marché. C'est l'un des programmes qui a le plus marché sur Netflix parce que c'était un peu une redite de Dexter, mais avec une originalité. Le personnage était plutôt bien travaillé. Penn Badgley, un super acteur. Et le fait qu'il Et se parle tout seul dans sa ouais, tête, il y a un côté narrateur qui est intéressant. ouais, Et il y a ouais, une espèce Verbo. de mise en abîme du personnage qui est fan de livres, qui est même auteur Ouais. après, et qui lui est comme un narrateur. Et je trouve que tu sais, il y a aussi ce côté parodie de films romantiques et tout, quoi. Ouais, non, c'était très bien. Les premières saisons étaient très bien. Il y avait des rebondissements de situations qui étaient assez sympas. Il y avait des moments drôles, des moments touchants, des moments voilà horrifiques, enfin horrifiques. Voilà, qui étaient quand même très bien. Et donc là, la quatrième saison, donc la troisième s'était terminée où il fait croire qu'il est mort, donc, et il part pour chercher une énième femme dont il est tombé amoureux. Qui habite à Paris. Sauf que il y a tout un micmac. Au final, il se retrouve à Londres parce qu'il l'a retrouvée, mais il veut la laisser tranquille parce qu'il veut avoir sa rédemption. Celle qui est Et jouée par Tati Gabriel. Ouais, oui, ouais, voilà, c'est ça, exactement. que j'aime beaucoup. Et, et donc, il se retrouve à Londres et en fait, il veut redevenir un homme normal. Et donc, il devient professeur, encore une fois dans le domaine du littéraire, tout ça, qu'il est très attiré par ça. Sauf que un jour, il retombe un peu dans ses travers à s'intéresser à sa voisine et son voisin, etc. Il se lie pas d'amitié, mais voilà, il fait connaissance avec son voisin qui l'amène donc à une soirée avec plein de gens riches parce que ce sont des gens très riches et avec tous les gens les plus riches de Londres. Et le lendemain matin, il se réveille et on lui a tendu un piège. Et donc toute la série, ça va être de retrouver la personne qui l'a piégé. Et donc c'est bien, je trouvais l'idée bien parce que Joe, donc, c'est un tueur pendant les trois premières saisons. Et là, on le voit en tant que chassé. Avant, c'était le chasseur, maintenant, on le voit en tant que chassé. Et donc, je trouvais l'approche assez sympa. Mais ils sont vite tombés dans la caricature des personnages qui sont donc les plus riches de Londres. Et c'est vrai que la première partie, elle est trop caricaturale. Il y a des idées qui sont quand même sympas, ça reste toujours divertissant.
mais on est loin du niveau des 3 premières saisons, surtout des 2 premières saisons. Et par contre, donc ça c'était la première partie. Par contre, la deuxième partie, on retrouve, je dirais pas les événements qui, voilà, pour spoiler, mais on retrouve un peu de l'essence des premières saisons avec les rebondissements et tout ça. Et c'est peut-être pas au même niveau, mais ça redore quand même le blason. Et au final, je ressors de cette saison plutôt content quand même. C'était assez satisfaisant. Ils ont annoncé qu'il allait y avoir une dernière saison, la saison 5 là, qui sortira l'année prochaine. Donc voilà, un peu déçu du début, mais ils sont bien rattrapés. Donc au final, ça reste une bonne saison, mais c'est pas extraordinaire. Donc moi j'ai vu la partie 1. Alors j'étais très très fan de You. Je trouve que la première saison est très très bonne. La deuxième est très bonne aussi. La troisième, sympa. Est plutôt réussie. Même très réussie sur certains aspects. Je trouve que voilà, c'est le problème de Netflix de vouloir tirer sur la corde constamment, constamment, constamment. Et voilà, enfin, moi honnêtement j'ai trouvé la partie 1 absolument catastrophique. Ça m'a complètement sorti de la série et je regarderai pas la partie 2 malgré que ouais, de ce que tu me dis c'est un petit peu mieux. Mais moi la partie 1 honnêtement, je l'ai trouvée vraiment catastrophique, inintéressante au possible, caricaturale, qui tourne en rond. Le casting, je l'ai trouvé pitoyable parce que autant je trouve que les acteurs sont mauvais. Je les trouve vraiment caricaturaux au possible. Alors ça a toujours été le cas dans You, mais là il n'y a pas de... Ouais, bah après, ce qui était fort avec You, c'était que la fille dont tombait amoureux Joe était souvent une bonne actrice et elle lui donnait bien comment dire, le dialogue, quoi. Enfin, Ouais, voilà, ouais, c'est il y avait quand même Tati Gabriel qui est une superbe actrice euh, Victoria Pedretti qui est super aussi. aussi. Et il y avait aussi autour, tu vois, il y a eu des Scott Speedman, des Jenna Ortega. Oui. euh, donc il y a eu vraiment, des bons acteurs. Là, il n'y en a pas un seul dans cette première partie du moins, où il y a un truc Moi, honnêtement, là, j'ai vu la série, parce que c'est une série qui se binge watch, hein, You en soi. Ouais. Et j'ai vu la partie 1 et je ne me rappelle d'aucun perso. Ça m'a déjà complètement. Je trouve que le twist de la première partie est complètement prévisible. Je trouve que, honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment mauvais, quoi. Et j'ai été lassé par une série que j'aimais beaucoup, que je trouvais vraiment très qualitative, très intelligente, et voire même sous-cotée dans son intelligence, justement. Parce que c'est vrai que les premières saisons, il y a ce côté un peu parodie de ces films romantiques, parce que limite, dans sa réalisation, ou même dans le synopsis de base, tu pourrais croire à une comédie romantique comme on a déjà vu 1000 fois. Et Ouais. justement, non. Et moi j'aimais beaucoup You. Je trouve que Penn Badgley était vraiment génial et il l'est toujours, hein. Mais là, je trouve que voilà, ils en ont fait des caisses. Donc moi j'ai décidé d'arrêter You. Et puis c'est bien qu'ils finissent avec la saison 5. Mais bon, je trouve que déjà 5 Ouais. saisons pour une série comme ça, c'est déjà un peu trop. Ouais. Là, ouais, j'allais dire, ils auraient pu terminer sur la 3 mais la 3 se termine sur un cliffhanger quand même. Mais ils auraient pu s'arranger pour que ça se termine sur la 3. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, un truc à rajouter sur You. Non, non, non. La saison 5, tu l'attends. Je la regarderai parce que j'aime quand même finir des séries comme ça que j'ai commencé et tout, que j'ai quand même apprécié. J'ai envie de terminer, de voir comment ça finit cette histoire. Mais je n'attends pas spécialement la saison 5, quoi. Je la regarderai, mais sans plus. Ok. Alors moi, c'est aussi un programme original Netflix qui est sorti l'année dernière, mais que j'ai regardé parce que... pourquoi j'ai regardé? Ah oui, parce qu'il était nommé aux Oscars dans la catégorie meilleur film d'animation. Et je crois que je l'ai regardé avant Ah les oui. Oscars. Parce qu'en plus, il me donnait vraiment envie. C'est The Sea Beast, le monstre des mers. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Euh, Je l'ai vu d'ailleurs. Tu l'as vu? Ah cool. Ouais. Alors, le film d'animation original Netflix, réalisé, alors c'est intéressant, réalisé par Chris Williams, qui a quand même réalisé, je sais que t'aimes beaucoup ce film, Les Nouveaux Héros, Ouais, oui, oui, oui. qui a réalisé Vaiana, enfin qui a co-dirigé Vaiana, et qui a réalisé Volt à l'époque. Oh, Donc en vrai, quelqu'un quand même ouais. de réputé dans le monde de l'animation. Euh, et j'ai lancé le film un peu comme ça, sans réelle attente, et j'ai trouvé ça... Tu l'as regardé en VO?
Ah non, non, moi je regarde en VF. Les, Ah, ben les... en VO, c'est Karl Urban qui fait la Ouais, je voix. sais que c'est Karl Urban, mais les films d'animation, je regarde en VF parce que Ouais. j'aime la VF, mais j'en regarde pas parce que je Bah, préfère je la voulais VO. regarder en VF, mais quand j'ai vu Karl Urban, je me suis Ouais, dit, bon, ouais, je suis obligé de regarder en VO. ouais. Non, moi je regarde les films en VO, voilà, parce que je préfère. Et je trouve ça mieux pour analyser une Ouais, performance d'acteur. Mais c'est vrai que pour les ouais, films d'animation, justement, je kiffe quand même trop la VF. Enfin, il y a trop de doubleurs que ouais, j'aime. ouais. Et donc, justement, les films d'animation, j'en profite pour regarder en Ouais, VF. Donc le monstre des mers de Sea Beast, alors c'est l'histoire d'une jeune fille, une fille d'une famille de chasseurs légendaires de monstres marins qui va se lancer dans un voyage épique. Ça se voit que je lis le synopsis. Dans des eaux inexplorées, le mot épique, tu le lis que dans un synopsis. dans des eaux inexplorées, avec une légende un chasseur marin qui est devenu légendaire parce qu'il a tué de nombreux monstres marins. Et j'ai trouvé ce film hyper touchant, hyper bien fait, Ouais. hyper beau esthétiquement, même si honnêtement j'en attendais peut-être encore un peu plus esthétiquement. Ah ouais, non, moi j'ai trouvé ça très, M- très, très beau. Moi, mon gros problème sur l'esthétique, c'est, tu vois, la scène d'ouverture avec le monstre marin vert. Là. Ouais, Le monstre est hyper stylé, tu vois, enfin, vraiment esthétiquement, il est incroyable. Et sauf que le monstre principal du film, que vous voyez ici sur l'affiche, le monstre rouge, ben, tu sais, il est tout lisse, il est. Je sais pas, je trouve qu'il n'y a pas mhm. trop d'effort qui a été fait euh, Oui, c'est vrai. sur le monstre, alors que c'est le monstre principal. Et je trouve que tous les autres monstres sont beaucoup plus stylés, dégagent beaucoup plus quelque chose que le monstre Bah, parce que principal. c'est un monstre gentil, du coup ils ont essayé de le faire lisse pour, Ouais, ouais, mais tu là je vois. trouvais tu sais, que c'était trop. Ouais, je sais pas, ça m'a un peu dérangé. Mais sur l'animation, c'est le seul problème. Et tu vois, il y a des scènes que j'adore, mais j'aurais aimé encore un peu plus de couleurs, encore un peu plus de. Tu vois, bon. Après, c'est des Mm. détails, hein. Ouais. Alors moi je regarde peu de films d'animation, mais celui-ci m'a beaucoup plu. Et c'est vrai que j'avais essayé de regarder le Pinocchio de Guillermo del Toro, que je trouve intéressant sur plein d'aspects, mais c'est pas l'animation que j'aime le plus. Déjà j'ai beaucoup de mal avec les films d'animation. Donc voilà, c'est vrai qu'aux Oscars j'étais plus team Marcel Deschelles, Wish Shoes On, pour ceux qui l'ont vu, que j'ai trouvé génial. Mais j'ai trouvé aussi The Sea Beast très bon. Moi j'avais pas vu le chapeauté, je sais que tu l'as vu. Ouais, le chapeauté avec un personnage incroyable. Mais en tout cas, ce film-là, je l'ai trouvé vraiment bon. Et en vrai, j'ai pas grand-chose à dire. Très touchant sur certains aspects. Je trouve que la relation entre les deux personnages fonctionne hyper bien. Je trouve cependant que la fin est peut-être un peu tirée en longueur. Voilà, je trouve qu'à la fin, il y a peut-être ce côté, bon, Ouais. voilà. Mais c'est des détails, et pour moi, ça reste un très bon film. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Bah alors moi je l'ai vu donc l'été dernier, j'ai pas revu depuis et tout, donc mes souvenirs sont un peu estompés. Mais oui, je me souviens que c'était surtout très touchant, très beau, quoi. C'était vraiment à regarder, ça faisait plaisir hein, pour les yeux. Mais après, dans le scénario, oui, c'est assez simple, on voit les choses venir, mais c'est efficace dans ce qui est fait, dans ce qui est voulu. La scène d'introduction, elle est très, très bien, comme tu as Ouais. dit, j'aime beaucoup. Elle te met direct dans le film. Et après, oui, les personnages sont très touchants, même le monstre, est hyper touchant. Mais il y a le petit bonhomme là qui fait un peu Ouais, penser à, ouais, je suis à déçu plein parce de qu'on le voit. personnages mignons comme ça. Ouais, c'est De ça, quoi? on le voit pas tant que ça, je suis un peu déçu. Ouais, c'est plus pour le côté mignon, bah, comme les mignons dans Moi Moche et Hmm. Méchant ou Gros Goût pour Mandalorian. Voilà, enfin, Gros Goût, non, c'est autre chose. Mais, euh, mais voilà, c'est très sympa. On passe un vrai bon moment et voilà, c'est efficace. Et voilà, ça fait plaisir de voir Netflix faire ce genre de choses. Ils n'ont pas tant Ouais. l'habitude. Et c'est vrai que c'est quand même étonnant de voir ce réalisateur finir sur Netflix, quand même, après les trois succès quand même qu'il a Ouais. réalisés. Bah, après, Netflix, pour les films d'animation, ils sont pas mauvais. Hmm. Bah ouais, Pinocchio, c'est eux aussi. Franchement, Ouais. ouais. Voilà, donc The Sea Beast, le monstre des mers, c'est si vous aimez l'animation et que vous l'avez pas vu, en vrai c'est vraiment un bon film d'animation. Je pense que ça aurait pu être encore mieux, mais ça reste un très bon film. Et je sais pas s'ils ont prévu un 2. Ça me dit un truc, J'ai pas fait c'est gaffe. pas impossible. Ouais, je crois qu'ils en ont prévu un 2. Je suis Ouais. pas sûr. Ok. Alors, on en est à ta huitième position, si je dis pas de conneries. Ouais. Alors là, pareil, on change. Là, on change à chaque fois.
Là, on rentre dans un ring de boxe parce que c'est Michael B. Jordan et Jonathan Majors qui arrivent pour Creed 3, qui est donc sorti en début de mois, hein, si je me trompe pas. Le 1er mars. Ouais, bah voilà. Et donc, bah, je suis allé le voir parce que j'avais vu les deux premiers Creed. Alors, je suis pas du tout un grand fan parce que j'ai pas vu les Rocky. Alors, je connais parce que j'ai des grands frères qui, voilà, qui sont un peu nés dans ces périodes-là, donc qui connaissent et tout. Donc, j'ai quelques notions, mais j'ai jamais vu les films. Mais par contre, j'ai vu les deux premiers Creed qui sont sympas. Voilà, moi, j'aime beaucoup les films de boxe. Je trouve que moi, le meilleur film de boxe de tous les temps, alors je me souviens plus du nom, mais c'est le film avec Jake Gyllenhaal, La rage La au rage au ventre. ventre. Les mecs, tu sais que La rage au ventre. je l'ai revu il y a 4 jours. Ah, Écrit et bah, par, c'est pour moi, écrit par mon roi ouais. Kurt Sutter. Mais pour moi, c'est le meilleur film de boxe. Vraiment, il est incroyable. Ouais, je suis d'accord. Et donc, les deux premiers Creed sont très bons, mais sont pas au même niveau. Et là, Creed 3, alors, beaucoup de gens disent que c'est le moins bon des trois. Mais alors, pour moi, il est beaucoup mieux que les deux premiers, vraiment. Peut-être parce qu'il m'a plus touché dans ce qu'il faisait par rapport aux autres. Donc déjà, Est-ce que c'est pas le premier réalisé par Michael B. Jordan? oui, voilà, Ouais. c'est ça. C'est le premier film réalisé par Michael B. Jordan. Et donc déjà, lui, il avait très bien fait le marketing de son film, lui, pour le coup, par rapport à 65 tout à l'heure, parce que il avait déjà teasé que ses combats étaient inspirés des animés japonais. Et donc forcément, il sait qu'il y a une grande communauté de fans d'animés, du coup, qui allaient voir le film, etc. Et d'ailleurs, ça a été un succès énorme, Creed 3, hein, je crois. Et, euh, et donc déjà, ça donnait envie de se dire que les combats allaient changer et tout. Et donc moi, je suis allé voir le film sans me dire que ça allait être le meilleur ou le pire, ou voilà, je ne m'attendais pas à grand-chose. Je m'attendais à quelque chose dans la même veine que les deux premiers. Et bah finalement, il y a des vraies idées de réalisation. Pour son premier film, je trouve que c'est très très bien. Alors après, c'est pas le plus grand film en termes de mise en scène, etc. Il a pas un terrain de jeu immense, mais dans ce qu'il fait, c'est très très bien. Les combats sont super, vraiment. Alors, c'est peut-être pas les combats les plus réalistes, mais en même temps, si tu fais un vrai combat de boxe, ça va pas intéresser grand monde. Donc là, je trouvais que le combat de boxe, enfin, il y en a deux ou trois, je crois, dans le film. Ils sont très très bien chorégraphiés. Tu sens les coups et tout. C'est vraiment un film à voir au cinéma par rapport au son. Il y a une bonne musique, des beaux décors, etc. Une vraie bonne idée de mise en scène, surtout à la fin. Je n'en dis pas plus, mais le combat de fin, il y a une idée de mise en scène qui est géniale, je trouve. Et surtout, j'ai envie de parler de Jonathan Majors. Alors, en ce moment, je ne sais pas s'il faut en parler, mais on espère il y a rien de grave. Mais Jonathan Majors, c'est l'un des acteurs les plus cotés en ce moment, et c'est pas pour rien parce que c'est l'un des meilleurs acteurs de la nouvelle génération. Il est vraiment incroyable. Là, il joue le méchant, et je l'ai déjà vu dans des films en tant que gentil. Mais vraiment, je pense que c'est un gars qui doit jouer sa carrière sur les rôles de méchant parce qu'il est incroyable. Il a un charisme, il fait peur. Quand tu te mets à la place de Michael B. Jordan pour le combat, tu t'as pas envie d'être à sa place, quoi, parce que tu te dis le mec, il va le démembrer. Et donc, il arrive vraiment à faire monter la tension, Michael B. Jordan, dans son film, avec Jonathan Majors qui est parfait, lui qui fait un bon taf aussi. Donc, voilà, Creed 3, je recommande pour les fans de la licence et même pour les gens qui aiment les films comme ça, d'action, blockbuster américain, c'est très, 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 très bien. Alors moi je l'ai pas vu. Je suis fan absolu de Jonathan Majors et j'espère que son avocat dit vrai. J'aime bien Michael B. Jordan sans plus. J'ai jamais été un très grand fan. J'aime beaucoup Tessa Thompson aussi. Mais Ah oui, oui, ça va pas être mal. ouais, mais en fait le problème c'est que là pour aller voir Creed 3, moi j'aime bien tout regarder quand je regarde un truc. Et Ouais. donc regarder 7 Rocky, il y en a 7 des Rocky je crois. Regarder 7 Je sais pas, Rocky oui, il y en a plus 2 deux. Creed. Bon, flemme un peu. Mais, mais honnêtement, si c'est le genre de film pourtant qui me donne envie, surtout avec le cast. Mais là, en l'occurrence, ouais, j'avoue que flemme un petit peu. Mais ouais, ça aurait pu clairement me plaire. Ok, sur Creed 3. Et du coup, est-ce qu'ils vont continuer le... Je sais pas. Je crois qu'ils sont partis pour continuer, mais il n'y a rien d'officiel pour l'instant. Ok. Ma septième position, c'est un film français. Alors c'est un vieux film, enfin vieux, non, mais c'est un film qui est pas dans voilà 2022-2023. C'est un film de Quentin Dupieux.
Mandibule, que j'ai enfin vu. Ah, Alors Mandibule, que j'ai enfin vu, j'aime beaucoup Quentin Dupieux, parce que c'est de la très bonne comédie française. J'avais déjà beaucoup aimé merde, Au Poste, avec justement David Marsay du Palmacho et Benoît Poulvorde. Je trouve que c'est un très bon film, je suis moins fan de la fin de Au Poste. Euh, là, en l'occurrence, Mandibule, bon, il y avait beaucoup de choses qui me donnaient envie. Quentin Dupieux, Le Palmacho, Adèle Exarchopoulos, hmm. Roméo Non, je déconne. Mais, mais putain, il y a Roméo Elvis aussi. Je savais même pas qui jouait dedans. Ouais, quel enfer. Et même le synopsis. Donc, le synopsis, voilà, bon, c'est du Dupieux. C'est deux mecs un peu, bon, je dirais pas Un débiles, mais peu un quoi. peu, ouais, un peu neuneux, quoi. J'ai 102 ans, frère. J'ai conseillé un film MyTF1 et j'ai dit neuneux. Il y a qui vont trouver une mouche géante et qui vont essayer de l'apprivoiser. Voilà, bon, hein, c'est Quentin Ça Dupieux. plante le décor. Voilà. Et je trouve ce film absolument génial. J'étais assez surpris de voir que Adèle Exarchopoulos a quand même eu une nomination au César pour une comédie comme Mandibule. C'est assez rare. Ah, je savais pas qu'il avait été nominé pour Ouais, ça. nommée pour meilleure actrice dans un second rôle. Et c'est Mhm. complètement mérité parce que bon, Adèle Exarchopoulos, c'est mon actrice française préférée. On peut peut-être même enlever française, hein. Franchement, voilà, je suis très très fan d'Adèle. Euh, j'ai vu Adèle, quasiment. carrément. Ça l'appelle par son prénom. Oh oui, carrément. Je suis très fan de pire. Non, mais je suis très fan de ce qu'elle fait, de toute sa filmo. Je suis très fan d'Éperdument, de Revenir. La vie d'Adèle, je trouve que c'est très bien aussi. Mais du coup, bon, alors elle a un rôle complètement fou aussi dans ce film. Le Palmacho sont géniaux. Je trouve que David. Alors attends, non, c'est Grégoire Ludig, pardon. Je trouve que c'est un grand acteur. David Marsay a Il moins. fait de plus en plus de films d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça, tu vois, justement, au poste, il y a que il y a que putain, il y a que Grégoire Ludig. C'est vrai que David Marsay, il a plus ce truc comédie, alors que je pense que Grégoire Ludig, il peut jouer dans tout. Hmm. Et c'est vrai que ça m'a fait plaisir de voir ce film, alors qu'il est sorti avant Les Vedettes, mais que moi j'ai vu après Les Vedettes. J'ai pas aimé Les Vedettes. Pourtant, je suis très fan du Palmacho. J'avais bien aimé La Folle Histoire de Max et Léon. Et j'avais été déçu par Les Vedettes. Donc là, même si voilà, ils sont juste acteurs dans ce film, ça m'a voilà, réconcilié avec le Palmacho au cinéma. Et je trouve le film brillant, euh, drôle. Il y a une scène, honnêtement, où j'ai pleuré de rire. Voilà, je vais vous dire, alors, je sais pas comment faire pour pas spoil, mais bon, après, c'est un film qui est sorti 2020, il est sorti. Mais c'est la scène du chien. Voilà, je dirais pas plus, je vous jure, j'ai pleuré de rire. Non, je trouve que c'est un film très drôle, très intelligent, très bien réalisé aussi. L'idée est très bonne, très bien amenée. Le casting, tout le monde est excellent. Et Roméo Elvis. Mais je trouve que c'est vraiment. Honnêtement, ça se place dans mes comédies françaises préférées. Ah oui. Voilà, vraiment. Après, il n'y en a pas 112 que j'aime. Mais ouais, vraiment, c'est tout de suite placé dans mes comédies françaises préférées. Est-ce que tu as vu Mandibule? D'accord, on a carrément perdu Théo. Ok, donc là, moi, c'est ma septième place. Bah, c'est Mais non, marrant mais que tu parles. je te demandais. Ouais, du coup, tu m'as pas entendu. Non. Je t'avais demandé si tu avais vu Mandibule. Ah, non. Non, non, j'ai Non, tu pas l'avais pas vu vu. Ok, Mandibule. Donc oui, désolé, ça m'a coupé. Je suis revenu là. c'est bon, tout va bien. Donc, ta septième place, en effet. Oui, ma septième place. Bah, c'est marrant, coupé, du coup. Ok, ok. Euh, mais donc aussi une comédie française. Donc là, on se rejoint dans le classement. Alors, coupé, c'est sorti au cinéma l'été dernier, je crois, Ouais, de Michel Hazanavicius. Donc plus besoin de présenter cet homme, hein. Je pense je ne que pense voilà, pas. c'est l'un des plus grands réalisateurs de comédie dans l'histoire de la France. Et pas que de Et comédie, t'as quand même oui, juste The mais Artist. oui, mais il y a en termes de comédie, on s'y se pose là aussi. Oui, Mais c'est vrai que OSS. oui, il y a aussi The Artist. Mais donc, coupé, ça a fait polémique pour une chose, c'est que les 30 premières minutes sont inregardables. Alors, il y a les gens qui disaient, mais est-ce que c'est parce que c'est nul ou est-ce que c'est voulu? Est-ce que, enfin voilà. Et en fait, bah, quand on a vu le film, on sait que c'est voulu. Du coup, les 30 premières minutes, c'est fait exprès. Alors, je trouve ça un peu bizarre comme marketing
de gâcher 30 minutes de son film, mais en fait, les 30 minutes sont horribles, mais elles sont capitales pour la suite du film. Quand tu dis elles Et sont ce film horribles, c'est que. Enfin, moi, comme ça, je sais que Coupé, c'est une adaptation d'un film coréen. d'horreur. Je sais plus si je dis une connerie. Mais Ouais, avec je Steven crois Yeun pas. d'ailleurs. Il y a Steven Yeun qui joue Euh, dans l'original. c'est possible. Je me suis pas renseigné là-dessus, mais c'est Et je l'avais vu tourner, j'avais jamais regardé le film, mais j'avais hésité à le regarder. Mais est-ce que c'est genre, est-ce que c'est nanardesque en... bah ouais. Enfin, c'est pas drôle. C'est les sons, ils sont saturés, les couleurs, elles sont saturées. C'est incompréhensible. Il y a aucune logique. Enfin, c'est vraiment pas regardable. C'est pas regardable tellement c'est nul, quoi. Et je pense d'ailleurs, ça a fait un record de nombre de personnes qui sont sorties de la salle Ouais. au début et tout. Donc c'est pour ça que je trouve qu'au niveau marketing, c'est pas fou, mais c'est vrai que en fait, c'est grâce aux 30 premières minutes que après, donc le film dure 2 heures, c'est grâce au début de ce film que la suite est hilarante. Et c'est vraiment mais l'un des films qui m'a fait le plus rire depuis très longtemps, parce que moi je suis pas très comédie. J'en regarde très peu, même les films français, le cinéma français, je suis pas trop proche de ça. Mais là, du coup, j'ai regardé ça parce que j'aime beaucoup Romain Duris comme acteur. Et évidemment, Michel Hazanavicius, c'est un argument. Moi, il y a Et Finnegan Oldfield que j'aime beaucoup. ouais, qui joue bah, l'un des personnages principaux aussi. Et, et donc, c'est hilarant. Et donc, en fait, les 30 premières minutes, elles sont capitales. Mais donc, si vous regardez le film, forcez-vous, essayez de rire, même si c'est pas drôle. Enfin, voilà, essayez de vous détendre pendant les 30 premières minutes. Mais regardez bien, faut pas non plus que vous soyez sur votre téléphone pendant les 30 premières minutes, parce que c'est important de regarder. Et grâce à ça, après, c'est hilarant. Vraiment, c'est très, très, très fort. Moi, c'est un film qui me donne envie, va falloir que je le vois. Euh, mais c'est marrant de voir ces deux films-là à côté, du coup. Tous les deux Ouais. 7ème place, parce que ouais, c'est deux films complètement barrés, quoi. Enfin, ça a l'air Ouais. d'être ouais, très proche. Mais ouais, moi, c'est un film qu'il faut que je vois coupé. Et puis, Azanavicius, moi, j'aime beaucoup quand même. Effectivement, c'est risqué, tu vois, ces 30 premières minutes, comme tu dis. Ouais. Mais moi, j'aime beaucoup, tu vois, qu'il ait eu les coronets de le faire. Ouais, ouais, non, c'est sûr, c'est vraiment un pari à tenter et tout. Hmm. Et je pense que le film a bien marché, je sais pas du tout, mais je pense que le film a quand même bien marché. Ouais, je pense. Mais en tout cas, les critiques ont été bonnes de ceux qui sont allés au bout. Hmm. C'est un très bon film. Ok, alors ma 6ème position. Alors là, pareil, on part sur un film peu connu qui est sorti cette année très récemment aux États-Unis. Alors, ça s'appelle Palm Trees and Power Lines. Alors, Palm Trees and Power Lines, c'est à la base un court métrage qui a été adapté donc en long métrage. Ok. Je crois que c'est la même réalisatrice. Ils ont gardé Jamie Deck, ouais, c'est ça. Au casting, rôle principal c'est Lily McInerney. Il y a le très bon, merde, je vais pas avoir son blaze. Ah si, Jonathan Tucker. Alors Jonathan Tucker qui jouait notamment dans Westworld, dans Sweet Virginia. Sweet Virginia qui est Mhm. un film qui me parle un peu, quoi, parce que c'est le premier rôle principal de John Bertnold dans un long métrage. Et également Gretchen Moll. Alors on parlait d'American Gigolo. Et Gretchen Moll, c'est tu sais, la relation justement de John Bertnold, Ok. qui est une femme magnifique d'ailleurs, et une très bonne actrice. Donc Ok. Gretchen Moll, elle joue la mère de Lily McInerney. Et donc le synopsis, c'est une adolescente qui est complètement déconnectée de la relation avec ses potes, avec son mec. Elle prend aucun plaisir à être avec eux, on sent qu'elle suit la masse, tu vois. Ok. Et un jour, elle va rencontrer un homme de deux fois son âge, 30, donc 30 ans, parce qu'elle en a 15, interprété par Jonathan Tucker. Euh, et bon, bah, au début, alors c'est un film qui est hyper perturbant parce que t'es là. Déjà, tu vois une relation entre une meuf de 15 ans et un mec de 30 ans. Ouais. Et puis le mec de 30 ans, tu sens qu'il est un peu lourd. C'est très dérangeant. De Kairi, quoi. Voilà, clairement. Et il y a un moment, tu te dis, bon, c'est complètement immoral et ça me dégoûte, mais il est pas mal intentionné, et puis il y a le twist. Je ne dirai rien sur le twist. Le twist est brillant, il est tellement bien amené. Ce film est une pépite absolue. Alors, ça a été présenté au Sundance.
Le Sundance, voilà, ça c'est le cinéma que j'aime. Euh, voilà, c'est un film assez contemplatif, mais très intelligent, et où tu t'ennuies pas. Voilà, là c'est du contemplatif Ok. intelligent. Mhm. Euh, il a quand même été nommé pas mal au Film Independent Spirit Awards, qui est bah, la récompense des films indépendants, voilà, hyper importante. Je sais que Pulp Fiction à l'époque avait remporté le prix de meilleur film. Donc il a Mhm. été nommé, et notamment Jonathan Tucker et Lily McInerney. Alors, Jonathan Tucker, il joue dans Sweet Virginia, je me rappelais pas. Il joue dans Westworld, je me rappelais pas. Donc je pense que c'est des rôles vraiment mineurs. Et pourtant, en plus, Sweet Virginia, Mhm. je l'ai revu il y a pas longtemps. Jonathan Tucker est fabuleux. Il y a vraiment un truc, un charisme, un truc. Moi, tu sais, il m'a rappelé Pope d'Animal Kingdom, donc Shona Tosi. D'accord. Il Ok. y a un truc physiquement qui ressemble beaucoup dans le jeu, et puis dans le personnage. Bon, voilà, même si Pope est un détraqué, mais différent que celui de Jonathan Tucker. Et Lily McInerney, là, l'actrice principale, elle est fabuleuse. Et c'était son troisième rôle au cinéma. Non, deuxième, Ok. pardon. Deuxième rôle au cinéma. Et la meuf, elle Ah oui. sort une grande prestation. Donc, je trouve que c'est un film vraiment, vraiment génial. Je crois que c'était le premier long métrage aussi de la réalisatrice. Donc, il y a vraiment une notion de. C'est un film fait par des débutants, mais qui savent très bien faire ce qu'ils font. Ok. Et c'est vraiment un excellent film. Le twist m'a mis une vraie claque. La fin, Mhm. le plan de fin, c'est brillant. Alors c'est que en sixième position parce qu'il y a des lenteurs parfois, mais Ok. c'est des lenteurs qui sont importantes pour le récit. Voilà, Ok. alors ça sortira malheureusement pas en France, hein, mais c'est sorti récemment aux États-Unis, et je vous recommande mille fois ce film parce que franchement c'est brillant. J'ai vraiment pris une claque de cinéma et une claque c'est un film qui est dérangeant, mais à la fois poétique. Il y a beaucoup de choses. C'est très intelligemment fait. La fin, les Mhm. 10 dernières secondes, c'est du génie de finir le film là-dessus. Franchement, c'est du génie. Voilà, donc je vous recommande mille fois ce film. Je sais pas si. Je pense que ça pourrait te plaire. Ok. Mais vraiment, je pense que ça va passer complètement inaperçu. Mais vraiment, je vous Ouais. recommande mille fois ce film. Mais si c'est que en sixième position, hâte de Ouais, voir ouais, ouais, les ouais, parce compos. que. Alors, j'ai beaucoup hésité avec la cinquième. Et parce que. Alors, j'ai essayé de faire mon classement entre. D'essayer de faire un mélange des films que j'ai préférés et des meilleurs. Enfin, j'ai pas. Voilà. Mon classement Ouais. est quand même crescendo, mais j'ai pas trop su quoi faire. Je me suis un peu perdu dans mon classement, mais il y a quand même. Voilà, tu vois, euh, c'est quand même un film que j'aurais pu mettre troisième comme sixième, tu Ok. vois. Ok. Ouais. Voilà, Palm Trees and Power Lines. Donc ça sortira pas en France malheureusement, mais c'est disponible. Démerdez-vous. Euh, pire mec. Non, je sais pas si ce sera disponible peut-être sur une plateforme de streaming, mais vraiment c'est un film à voir et qui va passer inaperçu, ça c'est sûr. Théo, ta sixième position. Alors ma sixième position, c'est encore un film français et c'est le dernier de la liste d'ailleurs, je crois. C'est un film que j'ai eu la chance de voir en avant-première il y a une semaine. Donc c'est Les Trois Mousquetaires qui sort donc le mercredi prochain. Donc film de Martin Bourboulon qui est celui qui a fait Eiffel avec Romain Duris justement, qui joue aussi dans Les Trois Mousquetaires. Donc le casting est énorme hein, pour Les Trois Mousquetaires. Enfin ils sont quatre du coup. Mais il y a donc François Civil, Romain Duris, Vincent Cassel, Pio Marmaille, il y a Eva Green, Louis Garrel. Donc voilà, on est sur un casting français qui est quand même très 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 bon. Et, euh, et Les Trois Mousquetaires, il y a eu 15 millions d'adaptations au cinéma. Et donc là, c'est une énième adaptation qui, qui marche très très bien en fait. L'action est très très bonne, les plans sont très très bons, la mise en scène. Mais ce qui m'a frappé vraiment, c'est la musique. Vraiment, la BO du film, elle est grandiose. C'est vraiment un très 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 bon film à ce niveau-là. Louis Garrel m'a surpris, parce que c'était le premier film, je crois, enfin, ou l'un des premiers. Parce que je crois qu'il joue dans Boîte Noire, il joue le méchant. Mais donc là, il joue Louis XIII. Et j'ai beaucoup aimé son interprétation du roi un peu faible,
manipulable, mais touchant en même temps, voilà, c'est très très bien joué. Mais surtout l'action, c'est grandiose. C'est de l'action à la française, donc c'est rare. Et c'est bien, c'est très très bien mis en scène, très bonne musique. Voilà, c'est un bon film. J'ai vu 70 millions de budget, c'est une dinguerie quand même pour un film français. Ouais. Enfin alors C'est pas que français? non, c'est que c'est en deux parties en fait. Ah, Il y a la suite qui sort en décembre. ah, Donc d'accord. c'est deux films de 2 heures et en fait les deux coûtent 30 millions, Ok. enfin 35 millions. Donc du coup là le film que j'ai vu il y a une semaine il a coûté que 35 millions en fait. Non, mais quand même, le casting. Enfin, moi, Vincent Cassel, voilà, La haine, c'est bon, c'est tout. Mm. Pio Marmaille, je suis fan absolu. Alors que j'ai vu très peu de films avec lui, mais je le trouve tellement charismatique. Et donc, moi, juste ça, ça me suffit. Et pourtant, les films d'époque, c'est pas mon genre d'habitude, mais là, j'irai le voir. Parce qu'effectivement, le casting, c'est quand même un truc de Ouais. zinzin. Ouais, ouais. Euh, mais ouais, putain, toi, tu l'as vu hyper en avance, du coup. Ouais, 2 semaines en avance, c'est la première fois que je vois un film autant en avance. Ouais. Et ouais, non, c'était sympa. Vraiment, la musique, j'insiste là-dessus. J'étais devant l'écran et je me dis, putain, mais ça, c'est digne des grands blockbusters avec des musiques vraiment haletantes et tout. Et c'est, c'est rare que les Français fassent des blockbusters comme ça. Et là, franchement, c'est très, très bien fait. En vrai, là, c'est quelle perf que tu retiens? Si tu une seule, parce que là, quand même, le casting. Bah, c'est pas la plus grosse perf, mais celui qui m'a le plus surpris, c'est Louis Garrel. Parce que je m'y attendais pas. Euh, un peu déçu par François Civil, que je trouve au début du film pas très convaincant. Après, au fil du film, ça va mieux. Mais Vincent Cassel, c'est très très fort, hein. Après, ce qui est bien dans le film, c'est que donc il y a François Civil qui est le personnage principal, et après les autres mousquetaires et même les autres personnages, il y a des moments où on les voit tout le temps pendant genre une demi-heure, on voit que eux, et après on les voit plus pendant une demi-heure, tu vois. Hmm. Et donc Vincent Cassel, la première partie du film, on le voit quasiment pas. Et après, on le voit pendant toute la deuxième partie. Et il est super, super bien développé, super bien joué. Il y a une scène avec François Civil, je dirais rien, mais ils ont un dialogue tous les deux qui est hyper touchant. Et Vincent Cassel, il est bluffant dans cette scène. Ok. Bon, mais alors, moi, pendant ce temps, je suis en train de revoir mon classement, en fait. Palm Trees and Power Lines, je le mets bien plus haut. Mais tu sais, c'est le genre de film où tu le vois, tu te prends une claque, et puis tu y repenses. Et là, tu vois, Ouais. on le fait d'en reparler. Tu vois, bon. Mais, du coup, tant pis. Ma cinquième position, c'est une série télé. Première série, donc, une série Prime Video. Qui est sortie, je ne sais plus quand. Euh, Ça s'appelle Swarm. Alors, Swarm, déjà, le projet, je sais pas si tu as entendu parler. Ça me dit quelque chose, mais là, ça me dit rien, là, tout de Ça a suite. beaucoup plus fait parler aux États-Unis. Malheureusement, en France, beaucoup moins. Alors, c'est la série créée par Donald Glover. Alors, Donald Glover, Ouais. voilà, un génie absolu, qui a juste fait This is America, qui est juste l'un des clips les plus importants de l'histoire de l'humanité. Euh, et donc, il a écrit cette série. Alors, on est déjà moi je sais pas si attends, Palm Trees and Power Lines, je suis pas sûr, mais on est en 4 tiers et moi j'aime beaucoup le format 4 tiers au cinéma. Voilà, Ah je sais oui. pas pourquoi mais j'aime bien. Et Swarm, il y a une ambiance qui est tout de suite en adéquation avec le propos de la série. La série parle, alors c'est horrifique, comédie, il y a un peu de tout, c'est très Mhm. particulier. C'est vraiment particulier, c'est une vraie expérience Swarm. Ok. Euh, alors en fait, c'est une jeune fille jouée par l'excellente Dominique Fishback que j'ai découvert récemment dans The Last Days of Ptolemy Gray avec Samuel L. Jackson, euh, Ah oui. où elle joue la protégée de Samuel L. Jackson, la fille qui va l'aider. Je vous recommande vraiment aussi The Last Days of Ptolemy Gray. Je t'en avais parlé, c'est de la perf Ok. zinzin de Samuel L. Jackson. Ah oui, 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 tu m'as dit. Et donc je l'avais découvert là-dedans et elle m'avait vraiment, vraiment, vraiment plu. Et Bon, après, c'est Samuel Jackson, il a que des perfs de zinzin. Non, mais lui, c'est inhumain. Et en plus, la relation justement avec cette Dominique Fishback fonctionnait très bien. Donc là, Dominique Fishback a le rôle principal, et donc elle joue une fille complètement obsédée par une artiste, alors qui est Naija, interprétée par Nerine S. Brown. Mhm. Euh,
Et donc ils se font appeler le nid je sais plus, merde, j'ai plus le terme exact, mais en gros, c'est une référence à Beyoncé. Ok. Et la série, c'est Dominique Fishback qui va. Quand on dit qu'elle est obsédée, c'est qu'elle est vraiment obsédée, c'est-à-dire que elle va partir en road trip et elle va tomber parfois par hasard, parfois volontairement sur des haters de Naija. Et qu'est-ce qu'elle fait quand elle tombe sur les haters de Naija? Elle les tue. Sauf que la série est tellement intelligente, dérangeante. L'interprétation de Dominique Fishback, si elle n'est pas nommée aux Emmy, aux Golden Globes, aux mes couilles, ce serait une honte. Parce que l'interprétation est fabuleuse. La réalisation est incroyable. Alors je sais pas comment parler de l'ambiance qu'émane parce que c'est quand même assez particulier, mais il y a une réalisation. En fait, on a l'impression que c'est une série qui se déroule dans les années 80, tu vois. Tu vois cette réal un peu sale, un peu, je sais pas comment exprimer ça, Ouais. qui avait des films comme Bones and All ou voilà, c'est les premiers exemples qui me viennent. Mais sauf que là, Ouais. on est au présent. Voilà, parce qu'elle va utiliser les Ouais. réseaux sociaux pour retrouver les gars et tout. Oui, ok. Un peu comme You, quoi. Ouais, c'est ça en fait. Et il y a vraiment une réalisation hyper soignée, hyper intelligente. La musicalité est folle. J'ai inventé un mot, je crois. Mais non, la musicalité, ça Non, se dit, non, je c'est crois. bon. Ouais, c'est bon, ça marche. Ouais. Et folle en même temps, bon, il y a Donald Glover derrière, donc forcément. Mec, j'ai trop la rage parce qu'il y a un son que j'ai kiffé, je l'ai Shazam, même Shazam le connaissait pas. Et du coup, je suis allé sur Twitter voir, j'ai vu une meuf qui cherchait aussi le son, j'ai jamais trouvé. Mais le son était fou. Il y a une vraie musicalité, une vraie ambiance, de vraies performances aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque épisode suit une histoire différente. Quand même, voilà, tout ce qu'on suit, c'est Dominique Fishback, mais il y a des gros sauts dans le temps. Et du coup, on va se retrouver dans des villes différentes, avec des ambiances différentes. Et il y a un épisode, les gars. C'est lunaire. Il y a un épisode, je crois que c'est l'avant-dernier. Tu as l'impression de sortir de la série. Et en fait, ce que fait Donald Glover, c'est qu'il fait. Ah, c'est brillant. Ça va être bizarre quand je vais l'expliquer, mais c'est brillant. C'est qu'il fait un épisode. C'est comme un documentaire Netflix sur un serial killer. En prenant d'autres acteurs pour jouer Dre. Donc, tu sais, ils vont montrer des images d'archives. Donc, Dre, pardon, c'est l'actrice principale. Enfin, c'est le rôle principal. Donc, Ok. montrer des images d'archives avec une autre actrice pour faire Ok. croire que la série est une adaptation de cette histoire-là, alors que c'est pas du tout le Ah, cas. ok. Ok. Et Genre, c'est basé sur une histoire vraie alors que pas du pas tout. du tout. Et en fait, tous les épisodes de la série commencent par. Tu sais, il y a toujours ce message. Cette. Oui. Chaque. Comment dire n'importe quelle similarité avec une personne du monde réel n'est pas volontaire ou un truc Oui. comme ça. Et là, il met Ouais. chaque similarité avec une vraie histoire est réelle. Donc en fait, il te met constamment dans le doute de est-ce que cette histoire est vraie ou pas. Et cet épisode-là, d'autant plus. Et l'épisode est trop bien, c'est complètement lunaire cette série. Je vous la recommande 1000 fois, j'ai vraiment pris une claque. Pour moi, voilà, c'est derrière Last of Us, c'est pour l'instant la deuxième meilleure série. Bon, je crois que c'est que la deuxième série de cette année que je vois. Ah ben non, j'ai vu la première partie de You. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment génial, complètement barré. Et puis tu te lasses pas, c'est des épisodes de 25 minutes, je crois. Donc pareil, ça va très très vite. Il y a 7 épisodes de 25 minutes, 25-30 minutes. Donc ça va très très vite. Il y a beaucoup de personnes au cast. Parce que du coup, chaque épisode sont différents. Il y a des moments complètement lunaires, il y a des moments drôles, des moments où t'es là, t'es mal à l'aise. Et petit coup de cœur sur Kiersey Clemons, qui joue dans le dernier épisode, qui est pour moi le meilleur, enfin, même si j'aime beaucoup l'avant-dernier, donc je viens de vous citer. Mhm. Mais quant au personnage de Dre, donc toujours interprété par Dominique Fishback, je trouve que la fin, enfin, c'est pas la fin de l'épisode, mais la quasi-fin de l'épisode, enfin, le gros twist de l'épisode est brillant. Je peux pas en dire plus Ok. parce que ça spoilerait ça gâcherait le plaisir de cette série. Mais mon Dieu, que c'est bien, quoi. Et donc, ouais, et Kiersey Clemons qui joue dans ce dernier épisode, j'ai eu un vrai coup de cœur. Elle est magnifique, c'est une superbe actrice. Enfin, incroyable, gros charisme. C'est vraiment une actrice que je vais suivre. Une vraie, vraie découverte. Donc, en vrai, je te recommande. C'est très particulier. Après, ça se binge watch assez rapidement, hein, c'est 30 minutes. Donc, Ouais. 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 mais c'est une série vraiment que je recommande parce que je pense que ça va passer inaperçu. C'est sur Prime Video. Et pour moi, c'est du génie. C'est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir.
mais pour moi, c'est du génie. J'ai adoré cette série. Swarm, donc, c'était ma cinquième position. Théo, quelle est ta cinquième position? Alors moi aussi, c'est une série télé. C'est donc une série qui a fait parler d'elle parce qu'elle a été nominée à multiples reprises au Golden Globe, Emmy et tout ça. Et il y a même l'une des actrices qui a gagné le Golden Globe de la meilleure actrice dans une série. Jennifer Coolidge, je crois. Exactement, pour donc White Lotus. White Lotus est sorti, alors j'ai pas exactement les dates, il y a 2 saisons. La Ouais. première, elle est sortie en 2021 et la deuxième l'année dernière, je crois. Et donc, c'est 2 saisons totalement différentes. Il y a quelques séries qui font ça, où la première et la deuxième saison, c'est pas avec les mêmes acteurs. C'est le même concept, mais ça, tous les acteurs changent, à part Jennifer Coolidge, qui reste dans les deux. Mais donc, la première saison, moi j'ai préféré la deuxième à la première. Donc, en fait, c'est l'histoire de vacanciers qui arrivent tous, je sais pas, les vacances, ça dure du vendredi au vendredi. Et donc, ça commence, c'est pas un spoil, hein, ça commence où tu vois qu'il y a eu un meurtre dans l'hôtel, tu sais pas qui c'est, et là, il y a écrit une semaine plus tôt, et tu vois donc tous les gens qui arrivent à l'hôtel. Et donc, tu sais que bah, il y aura un des morts dans toutes ces personnes-là, mais tu sais pas qui c'est. Et du coup, en fait, tu suis chaque épisode, c'est toute la semaine, pour arriver au final à savoir qui est mort, donc. Et donc c'est très très intelligemment fait. Et donc tu suis les familles ou les couples ou enfin voilà les gens qui viennent en vacances dans cet hôtel qui s'appelle le White Lotus. Et donc la première saison c'est à Hawaï, je crois, l'hôtel d'Hawaï. Et la deuxième saison c'est en Sicile. Et donc la première saison il y a une famille que je retiens, bah, c'est avec Sydney Sweeney qui joue dans Euphoria, qui est très connue maintenant. Et donc cette famille-là, elle est hyper touchante. Il y a des personnages qui sont vraiment très touchants, d'autres que tu détestes, mais tu aimes les détester, tu vois. Et donc c'est une caricature, en même temps des gens riches. Chaque personnage est très différent des autres, mais en même temps, il y a des moments où les familles se retrouvent, tu vois, dans des épisodes où ils ont une intrigue en commun, ou enfin voilà. Et c'est hyper intelligent, c'est hyper bien réalisé. Les dialogues c'est vraiment hyper détaillé, c'est très très bien fait. Et, euh, et donc moi j'ai adoré, mais la deuxième saison est encore mieux. Vraiment la deuxième saison, il y a un moment, c'est pas un twist, mais il y a un moment où la série prend une autre tournure, où vraiment de base t'es dans la comédie, la caricature, un peu comme la première saison, et d'un coup tu tombes dans le très dérangeant, presque horrifique, et tu t'y attends pas du tout, et c'est vraiment incroyable. J'ai vraiment beaucoup aimé cette fin de saison 2. Et là, ils ont annoncé la saison 3 donc dans l'hôtel donc de Thaïlande. Et hâte de voir le casting donc vu que ce sera totalement différent. Il y a déjà des gens qui font leur fan cast et tout, donc c'est marrant. Mais très très bonne série des dernières années, je recommande. Ouais, moi je pense que je vais la commencer parce que tu m'avais donné envie. Et c'est vrai que comme ça, je me rappelle avoir regardé le trailer et être en mode. Enfin, le trailer me donnait pas plus de réponses sur ce que c'était, tu vois. Ouais, Euh, donc ouais, j'ai hésité à la regarder et je pense que je vais la regarder là très vite. Et puis bon, c'est HBO en plus, hein, donc voilà, on ouais, sait que on série connaît. télé, forcément. Ouais, non, franchement, il y a qui d'autre? Attends, j'ai vu, il y avait Sydney Sweeney, Jennifer Coolidge, et Il y a Alexandra Daddario ok. qui a fait des films, des blockbusters américains avec The Rock, des trucs comme ça, tu vois, des trucs. Mais elle a pas fait de films très underground. Elle a joué dans True Detective. Après, dans la deuxième saison, il y a Aubrey Plaza. J'ai vu qu'il y a Euh, Will Sharp qui joue Ethan Spiller, qui est apparemment Ah, nommé au BAFTA et tout, donc apparemment vrai perf lui. ouais, bah, attends, ah, je me souviens plus de son nom. Abrams, j'ai plus le début de son nom. Oui, Il y a un vieil acteur. Murray Abraham. Ouais, voilà, c'est ça. Donc lui qui est très bon aussi. Enfin, vraiment, il y a beaucoup d'acteurs peu connus. Hmm. Il y en a un qui s'appelle Theo James, je crois, ou un truc comme ça, qui est sympa aussi. Et, euh, et vraiment, c'est très bien. J'ai oublié de dire aussi, en plus, ce qui est un peu frustrant avec la saison 2, c'est que quand ça se termine, il y a plein de questions sans réponse. Donc ça, il y a plein de séries qui font ça. Moi, je trouve ça un peu frustrant, mais en même temps, c'est hyper bien fait. Et du coup, en fait, chacun se fait son interprétation de ouais, mais du coup, il s'est passé ça, est-ce qu'il s'est passé ça? Et ça, c'est hyper intelligent aussi.
Très bien, ben Voilà. moi je risque de regarder ça très très rapidement. Ma quatrième position, c'est du Guillermo del Toro, le dernier film de Guillermo del Toro que j'ai enfin vu, Nightmare Ali. Alors, Ah, que j'ai vu aussi. c'est un film que je trouve en demi-teinte, mais que j'ai dans l'ensemble beaucoup aimé. Alors quand même, il y a un cast, bon, Bradley Cooper dans le rôle principal, on a Kate Blanchett, Toni Collette, William Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara, Ron Perlman, voilà, bon, il y a Holt McCallany, enfin Oui. un vrai Clifton Collins Jr. aussi qui est là quelques secondes, Tim Blake Neeson pardon, qui est là à la fin. Euh, donc un vrai cast. Et puis en plus, on est sur Guillermo del Toro. Moi, je suis très très fan du cinéma de Del Toro, même si j'en ai pas vu tant que ça. Moi, celui qui m'a le plus marqué, je pense que c'est The Shape of Water. Ouais, bah, qui a gagné l'Oscar et tout, je crois. Ouais, ouais, non, vraiment un chef-d'œuvre. Et Nightmare Alley, j'ai adoré ce film, mais parce que je trouve que. Alors, il dure 2h30. Je trouve la Mhm. première heure absolument grandiose. Où donc on a Bradley Cooper qui arrive dans un cirque, dans une fête foraine plus, hein, et qui va se lier d'amitié avec deux arnaqueurs qui font des spectacles de mentalisme. Mhm. Et il va se lier d'amitié, il va tomber amoureux d'une femme, et il va partir de cirque. Donc ça, c'est la première heure. Bon, je vais pas spoiler, mais j'ai envie quand même de développer sur ce que j'ai Mhm. aimé ou pas. Mais sur la première heure, je trouve le film ahurissant dans la réalisation, dans le l'acting. Tout est brillant, j'ai pas vu l'heure passer, j'ai trouvé ça génial. Il Et y a des arrive... scènes qui mettent des grosses tensions et tout aussi. Ouais, non, franchement, je la trouve géniale, cette première heure. Et arrive cette deuxième heure, et Kate Blanchett. Alors Kate Blanchett, je trouve que c'est une grande actrice, mais c'est pas une actrice qui m'a marqué particulièrement. Euh, et c'est pas rien à voir avec Kate Blanchett parce que c'est vraiment une actrice formidable. Mais c'est ce qui se passe là. Alors, il y a notamment la scène d'apparition de Kate Blanchett est géniale, hein, sur un Mhm. numéro que fait Bradley Cooper. Ouais. Mais après, on va un peu dans tous les sens. On va un peu dans tous les sens. Et on s'y perd, et bon, les tenants et les aboutissants sont pas très intéressants. Euh, Notamment avec cette personne riche qui va vouloir engager Bradley Cooper. Bon, ça m'a Mhm. pas. C'est bien fait, mais c'est pas intéressant, à mon sens. Ouais. Et il y a ces 30 dernières minutes, et particulièrement la scène de fin. En fait, Ah, la scène de fin, elle est géniale. il y a eu cette première heure que j'ai trouvée fabuleuse. Cette deuxième heure, tu vois, putain, dommage. Et la fin, elle m'a rechopé instant. Donc, Ouais. je vais pas spoiler la fin, mais la scène de fin, pour moi, c'est fabuleux. C'est c'est incroyable, ouais. Franchement, avec Mais Tim Blake Neeson, l'évolution du personnage de Bradley Cooper, ouais, 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 c'est incroyable dans ce film-là. En 2h30, on sent le poids du temps, parce que ça se passe sur plusieurs années, je crois, hein, ouais. si je me souviens bien. Et tu sens vraiment l'évolution du temps sur Bradley Cooper, pas physiquement, mais mentalement. L'évolution du personnage est vraiment incroyable. Mais c'est, tu vois, bon, en fait, quand je revois mon classement, tu vois, je vais pas y arriver, Palm Trees and Power Lines, je le mets au-dessus. Mais je sais pas, bon, quand j'ai fait le classement, tu vois, je sais pas, bon. Je vois des différents trucs qui me plaisent, d'autres. Mais Ouais. la scène de fin avec Bradley Cooper qui, bon, je vais pas spoiler, mais c'est vraiment grandiose. Alors, j'ai vu venir ce qui allait se passer. Je sais pas si tu vois ce que je veux Ouais, dire. ben, en fait, enfin, genre quelques minutes avant la scène, tu sais ce qui va se passer. Voilà. Mais tu t'y attends pas. Genre, même un quart d'heure avant, tu t'y attends pas, tu vois. Hmm. Et en C'est fait, vraiment quand ça va arriver que tu te dis, ah, je crois que je sens le truc venir. ouais, c'est ça. Et le dialogue, tu le vois arriver. Tu vois ce que va Ouais. dire Tim Blake Neeson. Et vraiment, la scène de fin est brillante. J'ai jamais été le plus grand fan de Bradley Cooper, mais franchement, c'est peut-être ma prestation préférée de sa carrière. Et Bah moi, j'ai vu un film qui a failli être dans mon classement, là, ok. où il est très, très, très bon. Bah, Star is Born. Ah J'en oui, oui. parlerai peut-être en bonus après. Ouais. Mais Bah, Bradley tu peux Cooper en parler dans maintenant Star vite is... fait si tu veux. Non, bah, Star is Born, c'est vraiment, ouais, avec Lady Gaga, il forme un duo incroyable.
Les musiques, elles sont fortes, tu sens qu'elles sont chantées. Vraiment, c'est un film qui te prend aux tripes, quoi. C'est très, très touchant, très émouvant. Et Bradley Cooper est incroyable. Vraiment, c'est pour moi, du coup, c'est ma perf préférée. Alors, j'ai vu Nightmare Alley aussi. Mais dans A Star is Born, il arrive à te toucher vraiment, à te regarder dans les yeux et à te donner les émotions, quoi. Et ça, vraiment, bravo. Ok. Moi, faudra que tu le vois, il est sur ma liste. Alors, j'ai dit une connerie en plus tout à l'heure, j'ai dit que c'était le dernier film de Del Toro, alors qu'il vient juste de gagner un Oscar. Mais, mais qu'est-ce que t'as pensé de Nightmare Alley? Euh, j'ai moins aimé que toi, je pense. En fait, la première heure, je l'ai trouvé bien, pas grandiose. Peut-être parce que c'est le genre de cinéma que j'aime moins. Moi, Guillermo del Toro, justement, je suis pas un grand fan de son cinéma. Je trouve ça un peu trop dérangeant, c'est pas le truc qui me fait le plus kiffer. Après, j'ai quand même bien aimé, c'est hyper intelligent. Bradley Cooper, son évolution, comme j'ai dit, elle est incroyable. La scène de fin, bah, c'est super. Il y a plein de dialogues hyper intéressants et tout, des concepts, même des conseils aussi de vie et tout, qui sont très très bons. Donc, j'ai bien aimé, mais pas incroyable. Attention, la deuxième heure, en fait, la deuxième heure, elle n'est pas mauvaise, mais elle est tellement déceptive par rapport à la première. Enfin, Mm. je tiens à redire ça quand même, parce que j'ai quand même bien aimé certains aspects et tout. Mais ouais, quand tu vois la première heure, enfin moi en tout cas, j'ai vraiment trouvé cette première heure, excusez-moi, vraiment génial. Ok, ta quatrième position au pied du podium, qu'est-ce que tu nous as mis? Donc là, ma quatrième position, ça va changer parce que tu n'en as pas mis dans ton classement, je le sais. C'est un animé. Ok. Donc My Hero Academia, qui est donc l'un des animés les plus connus au monde actuellement, hein. Est-ce que Euh, tu mets My Hero Academia l'animé ou juste la dernière saison? non, là, je mets que la dernière saison. Ok, ok. Mais c'est la meilleure saison de l'animé. Donc voilà. Mais donc c'était la saison 6, si je ne me trompe pas. Et donc c'est des épisodes, donc les épisodes d'animé, c'est 20 minutes. Donc il y a beaucoup plus d'épisodes. Donc là, il y avait 25 épisodes dans cette saison. Et c'était un épisode par semaine. Donc ça a commencé début octobre et ça s'est terminé samedi dernier. Donc ça fait depuis 6 mois que je regarde toutes les semaines My Hero Academia et que je suis plongé dedans. Et c'est l'un des animés que je trouve les plus incroyables dans les relations entre les personnages. Alors il y a beaucoup qui critiquent les méchants qui sont pas les plus mémorables, même si là ça commence à envoyer très 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 fort dans la dernière saison. D'ailleurs, tout le monde est dithyrambique sur la dernière saison, hein. Tous ceux qui sont des novices en animé, un peu comme moi, qui en ai pas regardé beaucoup, et même ceux qui en ont regardé énormément, et ils trouvent que c'est vraiment une Comme super moi. saison là, la dernière. Comme moi, j'en ai Ouais, regardé énormément. comme toi. Bah oui. Toi, t'es un fan ultime des animés de japonais. Ah mais mec, je fais que ça, que ça. Mais ça pourrait te plaire, hein, en vrai. Ah non mais celui-ci, alors Et, moi euh, c'est ce que je te disais avant, c'est l'un des deux animés qui me donne vraiment envie, My Hero Academia. et ouais, My Hero Academia, le personnage principal est hyper touchant. L'animation aussi est hyper belle. Les actions, enfin les actions. Les combats sont magnifiques. Tu ressens la puissance et tout. La musique, la VO est incroyable. Ça te fout des frissons, vraiment. Donc voilà, My Hero Academia, je peux pas trop en dire parce que voilà, toi tu connais pas ce monde-là et moi je suis même pas non plus un spécialiste, donc je peux pas trop dire de trucs hyper techniques et tout, mais c'est hyper qualitatif et moi j'aime beaucoup cet animé. Moi, mon grand frère est fan de Dragon Ball, enfin, il est né en 84, donc c'est pile le moment de Dragon Ball où ça a explosé. Et donc lui, il est né avec ça, il a vécu toute sa vie avec ça. Et donc moi, il m'a transmis ça. Donc Dragon Ball, c'est le top 1, tu vois. Mais après, il y a MHA. Donc là, si je dis ça, tous les fans d'anime, ils vont me dire que je suis une merde. Mais, euh, mais voilà, moi, MHA, vraiment, je suis tombé amoureux de cet animé. Ok, alors moi j'ai vu Inazuma Eleven perso. C'est incroyable, Inazuma Eleven. Non, c'est grotesque. Et la première saison de Pokémon que j'ai dû voir 12 fois, frère. D'ailleurs, c'est fini. Sacha, il est plus. Il y a eu le dernier épisode. Faut que je le Oui, vois. je suis trop triste. Faut que je le vois le dernier épisode. Je pense que je vais chialer premier deuil, hein. Tu sais que Ouais, c'est pareil. la première saison de Pokémon, je l'ai vue 1000 fois, genre. Je. Moi, moi, je sais pas si je l'ai vu 1000 fois, mais les premières, genre Ah, jusqu'à les 2011-2012, je ah là les là. ai toutes poussées, genre. Non, mais alors moi, je regarde pas d'animé, mais c'est vrai que My Hero. Alors, je vais même te dire.
c'est honteux. Mais My Hero Academia, j'avais lancé sur Netflix et j'avais arrêté au bout de 2 minutes. Je sais plus pourquoi. Mais c'est pas parce que ça avait l'air claqué, hein, c'est que ça me donnait envie, mais je pense que je voulais juste voir ce que l'animation donnait et tout. Mais ouais, My Hero Academia, faudrait que je regarde. Ok. Ok, bon, je vais passer à ma troisième position. Et alors, c'est un film Apple Télé qui est sorti, qui est passé complètement inaperçu. Et qui est sorti en 2021, il me semble. Ça s'appelle Palmer avec Justin Timberlake. Et tu vas comprendre assez vite que c'est voilà, le genre de film que j'aime. C'est un ancien détenu qui se lie d'amitié avec un jeune garçon délaissé par sa mère junkie. Voilà, bon. Euh, comment ne pas tomber amoureux de ce film? Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai vu Comme mon fils, là, le film de tout à l'heure. Après Palmer, alors, voilà, Comme mon fils, c'est un très bon film, bon, voilà. Mais c'est, Mhm. tu vois, le synopsis, c'est quand même, bon, plus que similaire. Ouais. Euh, et en soi, c'est même quasiment le même synopsis. Juste, C'est le même film en fait. ce film-là est vraiment réussi pour le coup. Comme mon fils l'est aussi, mais bon, plus calmement, disons. Ce film-là est vraiment, vraiment très, très bon. Alors, c'est un film Apple Télé. Donc, nous, on aime beaucoup ce que fait Apple Télé. Euh, Ouais. et Bah, comme notamment, tout le monde, hein, je pense. oui, notamment, tu vois, quand je vois ce genre de film passer complètement inaperçu, et franchement, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Alors, c'est réalisé par Fisher Stevens, que je connais pas du tout, qui travaille, je trouve, j'ai l'impression, pas mal avec Apple Télé, justement, ces derniers temps. Donc, Justin Timberlake dans le rôle principal. Il y a Juno Temple qui est génial, Alicia Wainwright qui est incroyable aussi, Ryder Allen qui joue le petit garçon, qui est très intéressant, et il y a Dean Winters aussi. Mhm. Alors, Dean Winters qui jouait Ryan O'Reilly dans Oz, et que j'étais très content de revoir là. Même si on le voit très peu, il joue. Alors, en fait, Justin Timberlake va effectivement sortir de prison et revenir dans son petit village natal. Alors, c'est vraiment voilà, au fin fond des États-Unis, un petit village où tout le monde se connaît. Il y a une école, il y a une équipe de foot, et il y a une église, concrètement. Ok. Justin Timberlake en sortant de prison va, donc qui s'appelle Palmer, hein, enfin c'est son nom de famille mais tout le monde l'appelle Palmer, Mhm. et donc il va retourner chez sa tante, je crois, ou sa grand-mère, ou je sais plus, bon bref, Euh, et qui vit dans une espèce de mobil-home un peu miteux, et la voisine cette personne elle vit carrément dans une caravane avec un petit garçon et avec son mec violent, beauf, donc joué par Dean Winters, et qui le joue très bien. C'est un peu trop bien. Oui, un peu attention quand même. Euh, mais tout est très pertinent, très réaliste, très intelligent. Et là où, quand j'ai lancé le film, j'étais là, ok, ça va me plaire, mais c'est vrai que ça, je l'ai quand même beaucoup vu. Et ben on va rajouter Ouais. quelque chose, c'est la question d'identité autour du personnage de Ryder Allen, donc, qui interprète Sam. Donc la question d'identité, c'est un petit garçon qui bon, bah, joue avec des filles. Il y a cette question-là qui est très intéressante, amenée avec Palmer, qui, bon, bah, c'est un détenu, c'est un peu un redneck, et bon, bah, il a pas trop envie qu'il s'habille comme une fille, parce que lui, il va Ouais, devoir ok. s'occuper de ce petit garçon. Je dirais Mhm. pas pourquoi, mais il va devoir s'en occuper. Et ouais, bon, il veut pas trop qu'il s'habille comme une fille. Et en fait, on va se rendre compte, plus le temps avance, plus c'est pas qu'il n'avait pas envie, c'est qu'il avait juste peur pour lui. Et plus le film avance, plus Palmer devient un personnage hyper touchant, hyper humain. Et c'est vraiment un film très intelligent, euh, Mhm. très émouvant. Et Justin Timberlake est génial. Je trouve que c'est un très bon acteur, Justin Timberlake. Mhm. Et là, ça fait plaisir de le voir dans un rôle un peu à contre-emploi de ce qu'il fait d'habitude. C'est un film qui est passé complètement inaperçu. Mais voilà, si vous avez Apple Télé, faut voir ce film. C'est vraiment, 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 vraiment très bien. Très touchant, très bien fait. Il y a aussi une relation entre Palmer et une femme qui est hyper touchante, hyper bien fait. Tout est bien fait.
Et la fin est superbe. Voilà, pour moi, c'est vraiment un film très bon de A à Z et que je recommande vraiment. Et puis, ouais, j'ai pas grand chose à dire de plus, tellement c'était vraiment réussi, quoi. Ouais. Voilà, C'est un peu dans le même genre dans les relations que Last of Us, justement. ouais, voilà, c'est ça. Et c'est justement ce qui me faisait peur quand j'ai lancé le film. C'est ce côté peut-être un peu répétitif qu'on a déjà vu 1000 fois. Et justement, ils Ouais. vont ramener ce truc-là en plus que je trouve hyper intelligent. Et alors, si je dois émettre une petite critique, je trouve que la réalisation donc, de Fisher Stevens est pas extraordinaire, parfois même un peu maladroite. Mais je m'en fous un peu tellement l'histoire est touchante et voilà. Mais bon. Ouais. Voilà ma troisième position. Mais je préfère toujours Palm Trees and Power Lines, hein, qui est en sixième position depuis le début du classement. Qui est Carrément. en 18e position, mais c'est premier. Ok, quelle est ta troisième position? Bah là, déjà, pour moi, les trois premiers que je vais dire, ils sont au même niveau, quasiment. Ok. J'ai départagé parce qu'il fallait départager, mais en vrai, voilà, c'est à peu près du même niveau. Donc là, le troisième, c'est donc un film qui est sorti la semaine dernière, qui s'appelle John Wick 4, qui est donc une saga mondialement connue, hein. Keanu Reeves, acteur mondialement connu aussi. Enfin voilà, je pense que tout le monde en a déjà entendu parler. Et donc les trois premiers films, c'est évidemment un blockbuster d'action. Donc à première allure, on se dit bah c'est de l'action bête, voilà, il y a pas grand-chose et tout. Mais en fait, c'est tellement bien fait que même si c'est que ça, en fait, c'est déjà suffisant. Parce que donc là, le 4 pour moi, est 10 fois au-dessus des trois premiers. Alors peut-être le premier, parce qu'il y a l'histoire plus touchante, il y a autant d'action, mais c'est moins focalisé sur l'action. C'est plus sur la mentalité du personnage qui veut se venger. Et donc c'est pour ça que le 1 est quand même très très bien. Après, le 2 et le 3, ils sont tombés pas dans la caricature non plus, parce qu'ils sont quand même très bien, mais c'est vraiment que de l'action. Et là, le 4, ils ont dit, bon allez, là on donne tout. Dans chaque thème qui est abordé, c'est bien fait, que ce soit la réal, euh, la musique, la photographie, la chorégraphie, le travail. Enfin, moi, pendant que je regardais le film, il dure quand même 3 heures, hein, c'est le film le plus long de la saga. Pendant que je regardais le film, je me disais, mais combien de temps le tournage a duré? Et enfin, comment ils ont réussi à faire ça? Ces scènes, il y a des scènes, t'es bouche bée parce que tu te dis, mais comment c'est possible de faire ça en fait? On en parlait l'autre jour tous les deux, Ryan, là, de comparer ça un peu à Avatar. Alors, c'est pas du tout dans la même catégorie, mais dans le truc de, c'est pas le scénario qui prime, c'est ce qui est autour, qui est tellement grandiose que t'en oublies presque que le scénario, il est peut-être plus léger que d'autres grands films. Et donc John Wick 4, bah alors il y a des acteurs qui sont des acteurs très très connus dans le monde de la cascade, des arts martiaux et tout. Donc Scott Atkins et Donnie Yen, qui sont deux personnages, deux méchants de John Wick, et enfin du dernier donc. Et Keanu Reeves est incroyable, c'est lui qui fait 90% de ses cascades. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, le mec a 58 ans. Donc c'est un malade mental. Et il y a des scènes, tu t'en souviens toute ta vie, tellement c'est. Il y a une scène où la mise en scène, Monsieur Chad Stahelski, donc le réalisateur, chapeau, parce que la mise en scène dans un film justement d'action où tu te dis, bon, c'est juste un film d'action, de faire une scène comme ça, franchement, faut y penser et c'est très très fort. Et donc vraiment, ça s'arrête pas, c'est de l'action pendant 3 heures, mais magnifique, c'est une œuvre d'art en fait. C'est même pas un film, c'est une œuvre d'art. Et donc voilà, je le mets troisième parce que j'ai adoré ce film. Vraiment, il est génial. Une pensée pour Lance Reddick, qui nous a quittés Oui, d'ailleurs. oui, Euh, ouais. et putain, je vois sur IMDB, le film est 130e, en 130e position des meilleurs films all time. Ah C'est ouais. quand même zinzin. Mais j'ai Euh, vu les notes et tout, il y avait 95% et tout. Enfin, ouais, non, franchement, ça a l'air. Alors, moi, effectivement, le cinéma d'action, c'est vraiment un cinéma qui ne m'intéresse pas. Mais en fait, là, honnêtement, ce film-là, j'aurais pu aller le voir. Mais comme je vous disais tout à l'heure pour les Creed, justement, j'ai besoin de. J'aime avoir tout vu avant d'aller voir un truc. Et donc, tu m'as dit, vas-y, va quand même le voir sans avoir vu. Je verrai, mais c'est vrai que j'aime bien avoir tout vu. John Wick, j'en ai vu un et je sais plus lequel. Euh, et ça m'avait pas marqué.
Mais ouais, celui-ci me donne déjà un petit peu plus envie parce qu'effectivement, visuellement, ça a l'air vraiment, 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 vraiment propre. Euh, mais ouais, c'est pas le cinéma qui me donne envie. Maintenant, je comprends parce que franchement, ça a l'air vraiment, vraiment bien. Ouais, c'est vrai que celui que j'avais vu m'avait tellement pas marqué que ça m'avait pas donné envie de regarder toute la saga. Mm. Mais ok, John Wick chapitre 4, donc, qui est apparemment vraiment une très très bonne réussite. Ouais. Euh, et c'est sorti la semaine dernière. Ouais, Ouais. sorti la semaine dernière, ils font déjà mieux que les trois premiers Ok. au box-office. Alors bon, ma Ouais. deuxième position, c'est un film de 2020. Alors je m'en rappelle parce que c'était genre le premier film après le confinement. Ouais. C'était le gros film à ce moment-là, c'est Drunk. Alors Drunk Ah, je avec, l'ai vu, ouais. tu l'as vu Drunk? Ouais, Alors qui est dispo sur Netflix d'ailleurs, avec Monsieur Mads Mikkelsen, quel ouais, acteur fabuleux. Euh, oui. et puis après, des acteurs, bon, un peu moins connus, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang, mais qui font tous leur taf. C'est réalisé par Thomas Winterberg, et c'est un film danois. Et d'ailleurs, il faudrait que j'aille voir, il y a un autre film de Thomas Winterberg qui me donne envie, enfin il y en a même plusieurs, il y a La Chasse, qui est également avec Mads Mikkelsen, qui est apparemment un Mais je excellent l'ai dans film. ma liste, moi. Ouais, moi aussi, qui est apparemment vraiment très bon. Il y a Submarino aussi, enfin il y en a pas mal qui me donnent envie. Et quand je vois Drunk, bah, franchement, c'était vraiment, vraiment un film génial. Alors Drunk, le synopsis c'est quand même hyper accrocheur, je trouve. Mm. Ça raconte l'histoire de 3 ou 4 profs, je sais plus, qui vont tester l'idée d'avoir constamment un certain grammage d'alcool dans le sang pour avoir une vie meilleure. Ce serait d'après une étude, je ne sais plus qui. Et donc ils vont tester Pour être ça. plus intéressant en cours aussi. Aussi, ouais. Pour avoir une vie tout simplement meilleure, que ce soit personnellement, professionnellement. Euh, ben, ils vont se rendre compte au début que ça marche hyper bien, que tout va bien, Mm. et qu'en fait, il va y avoir les retombées de ça. Et c'est un film qui est hyper intelligent, qui est hyper bien raconté, et qui a une vraie nuance. On n'est pas sur l'alcool c'est dangereux, on n'est pas sur l'alcool c'est bien, on est sur un film nuancé, constamment nuancé. Mm. Et ça, d'ailleurs, c'est beaucoup plus profond que sur l'alcool. Ça va beaucoup plus loin que ça. Oui, L'alcool, c'est juste un prétexte. Et on va vraiment parler de la vie, quoi, et de la nuance qu'on a besoin ouais. d'apporter dans nos vies. C'est un film qui est brillant. La scène de fin, elle est Ouais. La musique, extraordinaire. qui n'a pas déjà écouté la musique après avoir vu le film? Non, mais franchement, la danse de Mads Mikkelsen à la fin, là, Ouais. c'est un film qui est très touchant, qui est à la fois dur et qui fait aussi du bien psychologiquement. C'est un Euh, feel-good movie, mais avec des côtés ouais, sombres, quoi, aussi. ouais. C'est vraiment. Et je trouve que c'est marrant, tu vois. C'est quand même carrément sur l'affiche. Célébrons la réouverture des cinémas que j'ai sous les yeux, Ouais. donc l'affiche que je vous ai mis. Ils ont carrément mis ça sur l'affiche, quoi. Et je trouve que c'est un vrai film. Tu vois, bah, post-confinement, je pense qu'avoir vu ça post-confinement, c'est encore plus marquant, je pense. Et, Ouais. et surtout avec la scène de fin. Toi, tu l'as vu quand? Moi, je l'ai pas vu après le confinement, hein. Je l'ai vu l'année dernière, ou peut-être en fin d'année d'avant, tu vois, mais c'était pas Hmm. juste après le confinement. Ok, qu'est-ce que t'en as pensé? Mais bah, j'ai beaucoup aimé. Ouais, la scène de fin, elle est géniale. Mads Mikkelsen, acteur incroyable. Avec la musique, enfin, cette scène, en fait, elle te donne le sourire. Tu vois, t'es Hmm. là, quand t'as fini le film, après, t'as juste envie d'être heureux voilà, de kiffer ta vie. Et il y a une scène qui est toute bête, mais que j'adore. C'est celle où il dit, bah là, vous avez voté pour Hitler Ouais, et elle est vous trop bien. avez dégagé Churchill et tout. Et ça, je trouve cette scène géniale. Non, c'est vraiment, vraiment bien. Un super film. La perf de Mads Mikkelsen, c'est Ouais, vraiment quelque chose. Euh, ouais, Oscar, je vois sur l'affiche, Oscar du meilleur film étranger, César du meilleur film étranger aussi. ouais, Donc ouais, non, franchement, c'est complètement mérité. Et non, franchement, allez voir ce film, c'est sur Netflix. C'est un vrai truc qui te fait réfléchir sur ta vie, qui te fait... ouais. Tu ressors vraiment à la fois bien, mais t'as aussi réfléchi. Il y a un vrai truc, un vrai truc profond. Et
l'alcool n'est juste qu'une toile de fond pour le propos Oui. réel du film en fait. Et je trouve que Ouais. c'était hyper bien fait. Voilà pour ma deuxième position. Théo, ta deuxième position. Alors, c'est un film, pareil, que j'ai découvert il y a un mois, je crois, euh, qui a gagné l'Oscar du meilleur film, donc on n'est pas sur le film le moins connu. La La Land, donc qui a gagné l'Oscar du meilleur film, ouais, je crois. Même elle, Emma Stone, elle a gagné l'Oscar de la meilleure actrice, je crois. Elle était nommée, c'est sûr. Je vais te dire ça. Je crois qu'elle a gagné. Je suis pas sûr. Je sais qu'elle était nominée, mais je crois qu'elle a gagné. Je pense. Mais donc j'ai découvert La La Land. Moi, je suis pas du tout, du tout, du tout, du tout fan des comédies musicales. J- J'ai Non. vu Tic Tic Boom avec Andrew Garfield. Oui, tu me disais? Ouais, en effet, elle a gagné 6 Oscars quand même, La La Land. Ah oui, oui, pas mal. Et je crois 14 nominations, un truc comme ça. Ouais. Mais donc j'ai vu Tic Tic Boom avec Andrew Garfield, qui est l'un de mes acteurs préférés all time. Et pourtant, j'ai vraiment pas aimé ce film. Je suis vraiment hermétique aux comédies musicales. C'est pour ça que de mettre deuxième La La Land dans mon classement, c'est dire la performance du film. Parce que bah après, moi j'aime beaucoup Ryan Gosling, alors que toi, je sais que tu l'aimes pas beaucoup. Emma Stone, l'une de mes actrices préférées. Leur relation, elle est incroyable. Les musiques, c'est le principe du film, mais les musiques sont géniales. La scène d'intro, elle te met direct dedans. T'as envie de danser, t'es content, c'est trop bien. La scène de fin, elle est triste et en même temps belle. Et le plan de fin qui est hyper connu où les deux se regardent, c'est juste magnifique. Vraiment, ce film, ça a été un coup de cœur. J'ai adoré, vraiment, beaucoup. Ouais, pour moi, je suis complètement d'accord. Moi, Tic Tic Boom, j'ai pas du tout aimé, et Dieu sait que j'aime Andrew Garfield. Je trouve que voilà, Andrew Garfield fait quand même une perf incroyable hein, dans Tic Tic Boom, Mhm. mais ouais, j'avais pas du tout aimé. La Land, c'est absolument grandiose. Et il y a un côté aussi, plus le film avance, plus il devient psychologique et moins il y a de ce côté comédie Ouais, musicale. Bon, là, il y a cette scène qui est devenue le poster du film carrément, mais cette scène qui est oui, géniale, qui est absolument magnifique. Il y a un vrai esthétisme, une importance des couleurs. Je vous invite à voir la vidéo du Fossoyeur de film qui parle de l'importance des couleurs dans La La Land, parce que voilà, les couleurs au cinéma, chacune exprime certaines ouais. choses. Et là, dans ce film, il y a une vraie importance des couleurs. Et la vidéo du Fossoyeur de film est vraiment parfaite et résume très bien tout ça. Et, euh, et non, franchement, c'est extraordinaire. La fin du film, elle est tellement, tellement belle, tellement Ouais, poétique et tellement. Enfin, moi, franchement, il est larmes aux yeux. Et oui, et puis Damien Chazelle, quoi, qui a quand même fait ouais, Whiplash, La La Land et Babylone. Alors, j'ai pas vu First Man, euh, ouais. mais, euh, mais moi, les trois films que j'ai vus de Damien Chazelle, c'est trois grands films, voire chefs-d'œuvre. Et, Ouais. euh, et voilà, ouais, moi je suis pas effectivement le plus grand fan de Ryan Gosling. Même dans La La Land, alors dans La La Land, je le trouve bon, mais encore, voilà, j'ai beaucoup de mal avec Gosling, hormis dans The Place Beyond the Pines ou dans Drive, je l'ai jamais trouvé vraiment très bon. Et encore dans ces films-là, il a pas grand-chose à faire non plus. Mais ouais, je suis un peu hermétique à Gosling. Par contre, j'aime beaucoup Emma Stone. Non, c'est un film absolument grandiose et moi ça m'a vraiment mis une claque quand je l'ai vu, un truc. Puis je m'y attendais pas, je m'attendais pas non plus à autant aimer ce Ouais, film, surtout quand tu vois le début où t'as ce côté hyper comédie musicale, où il ouais. y a beaucoup de moments comme ça. Et puis Mm. finalement, non quoi. Et ouais, il y a une chanson que j'ai mis dans ma playlist. Putain, ah, je l'aurais pas. Ouais, Mais il y a une chanson que je trouve absolument géniale dans le film. Et la réalisation est top. Enfin, c'est un vrai, vrai chef-d'œuvre. La La Land, ouais. c'est extraordinaire. Mm. Non, mais Damien Chazelle, faudra en parler un jour de ce mec. C'est pas possible, quoi. Non, mais Enfin, j'ai hâte de voir, mm. j'ai hâte de voir où il sera dans 10 ans, ce type. Qu'est-ce qu'il nous aura Ouais. pondu comme. Non, mais il est vraiment trop, trop Parce fort. que là, même Babylone, on en a pas parlé aujourd'hui, mais quel film aussi. Enfin, c'est ouf. Whiplash. Alors, moi, mon préf de Chazelle, c'est Whiplash. Enfin, non, mais tout, de toute façon. Ah, faut qu'on voit First Man. T'as toujours pas vu First Man? Non, il faut que je Ouais, le mais voie. c'est Ryan Gosling qui joue Neil Armstrong, frère. Neil Armstrong, oui, bien sûr. Lance Armstrong. Neil Armstrong. Quel enfer. Mais, ouais, non, je l'ai pas vu. Faudrait que je le voie.
Mais moi, Whiplash, celui que j'aime le moins. Enfin, c'est pas celui que j'aime le moins, comment dire. Oui, c'est juste ça. Mais La La Land et Babylone, pour moi, c'est vraiment des chefs-d'œuvre. Et Whiplash, c'est un très bon film. Mais c'est pas mon préféré. Moi, je pense que je fais Whiplash, La La Land, Babylone. Ok. Toi, c'est quoi? Babylone, La La Land, Whiplash. Ok. Mon top un. Alors, pareil, c'est un film que j'ai vu sur Netflix et qui est de 2018, il me semble, voire 2017. Bon, je vais parler de Shia LaBeouf. Honey Boy, qui est un film relativement important dans la vie de Shia LaBeouf, puisque c'est un film qu'il a écrit pendant sa cure de désintoxication. Ok. Euh, et c'est tout simplement basé sur sa vie, sur sa relation avec son père, qui était un père, bon, très particulier, parfois violent. Faut savoir que Shia LaBeouf, donc Disney, donc il a commencé sa carrière très jeune, et donc en fait son père était son agent. Et Ok. il y a un côté très psychologique, et c'est d'ailleurs Shia LaBeouf qui joue son père. Voilà, Oh, Shia LaBeouf est interprété par alors, Noah Jupe, qui est absolument fabuleux. ok. Euh, C'est pas vraiment... Gabriel Labelle qui fait la version Non, jeune non, de. c'est le gars qui fait que des versions jeunes. Mais, euh, mais non, Noah Jupe est absolument fabuleux. Qui est dans Sans un bruit, d'ailleurs, apparemment. Ok. Euh, Lucas Hage qui le fait donc un peu plus vieux pendant qu'il est dans sa cure de désintoxication. Alors Lucas Hage, c'est un acteur qui a quand même une filmo assez folle pour son âge. Il joue dans Three Billboards, il joue dans merde, comment ça s'appelle, dans Mid-19s, et c'est assez marrant qu'il joue dans Mid-19s aussi, parce que je trouve que c'est un film qui est assez similaire à Mid-19s dans l'idée, dans la réalisation, mais aussi à A Million Little Pieces avec Aaron Taylor Johnson, Charlie Hunnam, Ryan Hurst notamment. Ok. Notamment sur la reconstruction. Alors bon, pour ceux qui connaissent pas l'histoire de Shia LaBeouf, c'est voilà très compliqué. Il est tombé dans l'alcool, accident de voiture. Il y a eu la saga Transformers. D'ailleurs, le plan d'intro d'Onny Boy est sur ce qu'on suppose être le tournage de Transformers. Ok. Et c'était un mec qui était voué à un énorme avenir. Et puis, bah, il y a eu les problèmes d'alcool. Et puis, plus récemment, son ex-femme qui l'a accusé de viol. Alors, c'est complètement involontaire de ma part, mais il sera jugé ce mois-ci pour Ah cette ouais, affaire. je sais pas. Ouais, alors c'est complètement involontaire, hein, c'est juste que j'ai vu Honey Boy ce mois-ci. Mais j'ai toujours été un énorme fan de Shia LaBeouf, en tant Il qu'acteur joue dans évidemment. Fury d'ailleurs. Dans Fury, ouais, dans Paranoiac. Moi, je suis tombé amoureux de lui avec American Honey assez récemment, parce que j'ai vu American Honey assez récemment, qui est un film de 3 heures assez particulier. Et je trouve qu'il a une vraie intelligence ces derniers temps, depuis toutes ces affaires avant les affaires de viol, hein, les affaires d'alcool. Il a une vraie intelligence à aller chercher des rôles, parce que déjà on lui en propose beaucoup moins, hein, ça c'est un fait, mais aller chercher des Mm. rôles toujours vraiment pertinents. Et là par exemple Honey Boy, alors où il est l'auteur, il y a 3 millions de budget, hein. Donc voilà, Ah on n'est oui, oui. pas dans un film, mais c'est un film absolument brillant. En plus il y a des caméos très cool, il y a Natasha Lyonne qui est une actrice que j'aime beaucoup, et c'est assez marrant parce que Natasha Lyonne est une actrice qui a aussi eu des problèmes de drogue, qui était vouée à un énorme avenir. Elle qui a joué dans la saga American Pie a été vouée à un énorme avenir en tant qu'actrice, et puis finalement des problèmes de drogue avant de se réinventer complètement et de jouer justement une fille qui a des problèmes de drogue, une prisonnière qui a des problèmes de drogue dans Orange is the New Black. Et Ah depuis, oui. Natasha Lyonne elle cartonne avec sa série Poupée russe sur Netflix. Il y a pareil un caméo de Clifton Collins Jr. Donc ouais, il y a pas mal de guests un peu cool. Et c'est une vraie introspection de Shia LaBeouf. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'est pas sur une vision du père tout noir ou tout blanche. Tu vois, Mhm. c'est vraiment nuancé. Et c'est Ok. très intéressant. Moi, il y a des scènes qui m'ont vraiment touché. Shia LaBeouf est parfait dans le rôle de son daron. Et le petit, là, Noah Jupe, c'est n'importe quoi. Ce gars, c'est. J'ai rarement vu un jeune acteur qui m'a mis une claque comme ça. Alors attends, né en 2005. Donc, et Ah ouais. le film date de 2017.
Donc ouais, il avait 12 piges. De 2019, pardon. Donc ouais, il avait 12-13 ans. Mais, euh, mais ouais, vraiment, c'est un film très intelligent, assez particulier. C'est une vraie introspection de Shia LaBeouf. Et moi, c'est le genre de film qui arrive à me toucher parce qu'on est sur un truc, voilà, basique mais efficace. Mhm. Mention aussi pour Lucas Hage, qu'on voit moins, parce il joue Shia LaBeouf, donc âgé de 22 ans, mais qu'on voit un peu moins. Mais Lucas Hage, qui je pense va avoir une carrière incroyable, enfin moi que j'avais adoré dans Waves aussi, je t'en avais parlé de Waves. Ouais. Donc Honey Boy, alors bon forcément en ce moment parler de Shia LaBeouf c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Il devait être d'ailleurs Shia LaBeouf qui devait être. Et puis il y a aussi beaucoup de polémiques autour de Shia LaBeouf. Par exemple il devait être dans Don't Worry Darling qui est sorti l'année dernière. Finalement il a Oui, été oui, oui. remplacé par Harry Styles. Et là bon, ça n'a rien à voir. Hein. C'est qu'il y a eu de la mésentente avec la réalisatrice. Enfin il y a toujours. Je l'ai pas vu d'ailleurs. Je me souviens plus si tu l'as vu, toi. Ouais je l'ai vu ouais. C'est pas très bien. Ah, ok. C'est pas très bien. Mais il y a toujours des histoires avec Shia LaBeouf parce que tu vois, c'est un mec qui a aussi toujours vécu ses rôles à 2000%. Ouais. Dans Fury, le gars, c'est quand même pour tourner Fury, il s'est arraché une dent et il s'est pas lavé pendant 2 semaines ou je sais pas combien de temps. Pendant tout le Ouais, pendant tournage, je tout le crois. tournage, même, ouais. Pour Paranoiac, donc qui est un film où il est, où comment il est enfermé chez lui. C'est un jeune qui est enfermé chez lui avec un bracelet électronique et qui est assigné à domicile, je crois, c'est comme ça qu'on dit. Ok. Et le gars a vraiment fait ça pendant, euh, pendant je sais pas combien de temps, pareil, pour s'imprégner et tout du rôle. Il a eu des projets complètement fous. Le gars, il a regardé tous ses films à la suite au cinéma et il se filmait en train de regarder ses films. Donc c'est un mec qui s'est toujours fait charrier. Il a fait des vidéos, Yes You Can. Ouais, le fameux Yes, yes you can, do it, yes you can. Ouais. C'est un mec qui a toujours eu des projets complètement loufoques. Il s'est d'ailleurs fait violer pendant un de ses projets comme ça par une femme. C'était un projet où il restait dans une salle assis et il y avait des gens qui venaient juste voir Ok. Shia LaBeouf. Et lui, il restait assis Ok. et il devait rien faire. Alors je comprends pas l'intérêt du truc, mais vas-y. Même Et dans la rue, il y a eu des trucs qui frappaient des gens, je sais ouais, plus. non mais bon, Shia LaBeouf, c'est un artiste très particulier, mais moi je juge que l'acteur et je suis vraiment un énorme fan de l'acteur. Et ouais, voilà. Donc c'était vraiment pas du tout pour parler de Shia LaBeouf le mois de son jugement. Hein, ça, je m'en fous un peu. Mais juste du film Honey Boy qui vraiment est, je trouve, un film absolument grandiose et avoir réussi à faire un tel film puissant émotionnellement, de s'être complètement livré. Et c'est ça aussi, je pense, la force de Shia LaBeouf, c'est de n'avoir aucune limite. Alors c'est sa force comme son défaut, comme son plus gros défaut. Ouais. Mais dans ce film-là, c'est une force. Et c'est absolument brillant. Mhm. Si vous voulez plus d'anecdotes sur Shia LaBeouf, allez voir la vidéo de Tales from the Click, où il en raconte plein. Mais ouais, Ouais. Shia LaBeouf, c'est... Putain, quel dommage. Mais quel acteur aussi, quand même. Et Honey Boy, pour moi, c'est pas son plus grand rôle, parce que il est très bon dans le film. Mais le fait que ce soit son film, tu vois, je trouve que ça ajoute quelque chose. Voilà Mhm. pour Honey Boy. Ton top 1, Théo. Mon top 1, c'est une série Apple TV qui s'appelle donc Severance, qui a quand même fait parler d'elle. Alors, c'est pas un buzz mondial non plus, mais ça a quand même fait son petit truc. Et c'est alors, moi de base, le concept m'intéressait pas spécialement, mais j'ai vu toutes les critiques de tout le monde qui disaient que c'était un chef-d'œuvre, que c'était peut-être la meilleure série de 2022, alors qu'on sait qu'en 2022, il y a eu des séries chef-d'œuvresques qui sont sorties. Et donc, j'ai regardé ça là il y a quelques semaines. Je me suis dit, bon, allez, je vais commencer Severance. Toi, tu l'avais vu quelques semaines avant. Et tu m'avais dit de regarder parce que c'était donc très bien et tout. Et donc, j'ai commencé. Alors, les deux premiers épisodes, c'est vraiment très, très glauque. Le concept, donc, c'est des gens qui sont dissociés, leur mémoire, enfin, oui, Leur si leur esprit, mémoire, ouais. leur esprit est dissocié quand ils sont dans leur entreprise de travail, donc, et à l'extérieur. Donc, quand l'acteur donc principal, enfin et tous ceux qui travaillent avec lui sont à l'extérieur de l'entreprise, ils ne savent pas qui est la personne qu'ils sont à l'intérieur de l'entreprise et ils n'ont pas les mêmes souvenirs, etc. Ce qui fait qu'il peut y avoir des twists incroyables, dont un qui est fou, même si on s'y attend un peu, mais il est quand même assez incroyable.
Et donc cette série, les 2 premiers épisodes étaient hyper glauques, on comprend pas le concept parce que c'est un truc de science-fiction quand même hyper poussé. Et on se dit, voilà, c'est bizarre et tout. Et puis après, quand tu rentres dedans, tu t'attaches au personnage. Et à la fin, je parlerai d'Adam Scott. Donc quand tu t'attaches au personnage, donc Christopher Walken, John Turturro, qui ont eu une relation absolument, on s'y attend pas du tout. Enfin bref, c'est marrant. Mais même tous les autres acteurs font un taf incroyable. Il y a peut-être une actrice qui est en même temps hyper forte et en même temps, je trouve, qui est un peu dans le surjeu à des moments, qui est donc la méchante, quoi, enfin la patronne, Oui, que Patricia Arquette. ouais, ça doit être ça. Et bah elle, je trouve, il y a des moments, elle est un peu dans le surjeu, je sais pas, elle me dérange un peu. Celui qui est responsable d'eux, là, un peu pas leur garde du corps, mais leur, je sais pas comment Oui, dire là. non mais lui il est incroyable. Et lui, il est Milchick, génial. joué par Euh, Tramel Tillman. ok, bah lui, il est génial. Enfin, ils sont tous géniaux. Le scénario, j'ai rarement vu un scénario aussi fabuleux. Mais Adam Scott, je connaissais pas cet acteur, mais ce mec, il te fait passer des émotions en un regard. Je sais pas, c'est sa performance, elle m'a bluffé vraiment. Adam Scott, j'étais là, je me disais, mais qui es-tu? Tu es une légende en fait, c'est pas possible. Et donc cette série, ça se finit sur un cliffhanger incroyable. J'attends la saison 2 chaque jour, comme en prison, je marque un petit trait. Et donc là, la saison 2 je l'attends. J'espère juste, comme beaucoup de séries de science-fiction, qui vont pas se perdre et qui vont pas vouloir trop en faire et tout. Donc je leur fais confiance quand même, mais j'ai un peu peur, voilà, qu'ils gâchent le potentiel. Mais pour l'instant, la première saison, c'est peut-être la meilleure première saison de série que j'ai vue. Pourtant, j'ai vu beaucoup de séries, j'ai vu des chefs-d'œuvre, mais Mais Severance, oui, là où c'est intéressant avec Severance, c'est que il y a tu vois, Apple Télé, on n'a pas encore vu si eux allaient tirer sur la corde comme on le sait, oui, Netflix le font. oui, Moi je pense pas. Je pense pas que ce soit leur style. Et puis j'ai l'impression qu'ils vraiment ils privilégient la qualité à la quantité ou la qualité à ce qui ah marche. oui. D'ailleurs, bah, Ben Stiller qui réalise, quand on Ouais. connaît le style de Ben Stiller et quand on voit que c'est lui qui réalise ça, on se demande, enfin, c'est un monde d'écart quand tu vois La Nuit au musée avant. Mais Donc, c'est fou. Mais cette série, en plus, elle sort de nulle part. Et effectivement, dans une année 2022 où t'as quand même Better Call Saul, la House of the Dragon, rien que ça. Ouais, Et puis les The Boys, enfin j'en oublie tellement parce que ça a été n'importe quoi. Mais, euh, mais c'est vrai que Severance sort un peu de nulle part. Et limite un peu, tu vois, au niveau des prix, au niveau des awards, c'est un peu ouais, niqué quoi. Mais bon, ils ne sont pas tombés sur la bonne année. ouais. Mais en soi, Severance, moi je suis assez d'accord, peut-être que ce soit la première saison que j'ai vue. Mais c'est absolument génial. Il y a une ambiance qui est folle. Enfin, les bureaux, je trouve que le travail Ouais. sur la scénographie des bureaux, c'est fabuleux, quoi, ce qu'ils arrivent à mettre en Ouais. place. Il y a un vrai truc hyper anxiogène. Et Adam Scott est extraordinaire, mais honnêtement, je pense que la perf qui m'a encore plus marqué que celle d'Adam Scott, que je trouve déjà fabuleux, honnêtement, alors c'est mineur, mais du coup, c'est Milchick, là, on en parlait, Tramel Tillman, Ouais. que je connaissais pas du tout lui pour le coup. Alors Adam Scott, moi je l'avais vu dans quelques trucs et c'est vrai qu'Adam Scott, ça a jamais été un acteur qui a beaucoup fait parler de lui. On le trouve dans beaucoup de comédies aussi. Et c'est vrai que là, Mm. le voir faire ça, ça sort de nulle part et c'est absolument parfait. Mais c'est vrai que le Milchick, là, Tramel Tillman, Ah ouais, le chic, il est génial ce personnage. la scène de la danse là, Ouais. oh là là, mais je sais pas, c'est à la fois glauque, tu sais, tu souris, mais c'est glauque. Ouais. Je trouve que c'est un perfect pour l'instant Severance, mais comme tu l'as dit, j'ai peur que surtout pour les séries de science-fiction, plus ça va marcher, du coup plus t'as envie de faire des saisons, plus Ouais. au bout d'un moment tu sais plus quoi faire, donc tu vas complètement renouveler ta série en faisant un truc, en changeant complètement le concept. Enfin des exemples comme Ouais. ça, voilà, c'est Under the Dome, bon c'était pas, ça a jamais été fou Under the Dome, mais au moins la première saison elle mérite d'être sympathique. The 100, pareil, les deux trois premières saisons sont vraiment bonnes, et puis après c'est n'importe quoi, j'ai même pas pu finir cette merde. Euh, je sais pas, mais j'ai plus d'exemples comme ça, mais Westworld, non? Westworld, ouais, évidemment, Westworld, j'ai pas pu finir pareil parce que ça part dans des trucs, c'est trop quoi. Et c'est le problème des séries de science-fiction.
Et là, j'ai vraiment peur pour Severance. Maintenant, on n'a pas encore eu l'exemple d'Apple TV. Et voilà, Ouais. faut pas qu'il y ait 1000 saisons pour qu'il y ait 1000 saisons. Euh, Ouais. donc s'il peut y avoir, s'il y a que 2 saisons, bon, il y aura que 2 saisons, tant pis, mais au moins, on restera sur l'une des meilleures séries all-time. Et c'est le problème de beaucoup de Ouais. séries, même pas forcément que de science-fiction, hein, mais qui vont refaire des saisons pour refaire des saisons pour refaire des saisons, alors que les premières saisons étaient considérées comme les plus grandes. J'ai oublié Lost. Lost, pareil, Lost, les premières saisons, c'était Mm. génial. Ce qui est encore plus fort avec Lost, c'est qu'au début, à aucun moment, tu penses regarder un truc de science-fiction. Et ça Ok. tombe dans la SF, et malheureusement, frère, bon, à la fin, c'est inregardable. Enfin, j'abuse, mais c'est vraiment Mm. compliqué. Donc ouais, on croise les doigts pour Severance parce que franchement, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est une très très grande série. C'est une très très grande série. Ah ouais, non, c'est fou. Adam Scott, c'est fou parce que moi, je savais qu'il avait fait des comédies et tout. Et même, tu vois son visage, il est un peu marrant, un peu comédie Hmm. et tout. Mais dans la série, quand tu le vois avec les larmes aux yeux, tu sais, il parle doucement, tu sens le mec dépressif. C'est tellement bien joué, son personnage lui colle tellement bien. T'as vraiment l'impression que c'est lui, quoi. Et les relations entre les personnages, lui, j'ai aucune notion des noms. Je me rappelle jamais des noms. La meuf qui est avec lui, là, l'arbre où il Ellie. travaille. Ellie. Ellie, la relation entre les deux personnages, elle est géniale. Hmm. Et Ellie, le twist d'Ellie est fou. Hmm. Non, Donc, c'est vraiment hyper intéressant. ouais. Ça montre beaucoup de choses. Ouais, une mention pour le générique, que je trouve génial. Ah ouais, oh, le générique La il est incroyable. musique et tout, l'ambiance, pareil, c'est creepy. C'est fait en stop motion, tu sais, j'ai l'impression. Ouais, C'est hyper flippant. Et il y a aussi, tu sais, on parle beaucoup de l'aspect glauque et tout qu'ont les bureaux. Mais je trouve qu'ils réussissent à amener cet aspect-là, alors de manière moins importante et moins. Mais la vie du personnage d'Adam Scott, en dehors, elle est ouais. tout aussi déprimante, quoi. Ah ouais, puis c'est tout le temps dans la neige. Ouais, Euh, les regards des personnages, ils sont inquiétants. En fait, t'as pas envie de vivre là-bas, quoi. hmm. Enfin, c'est vraiment très glauque, mais c'est tellement bien fait. Enfin, ouais. Franchement, top 1 mérité pour Severance, là, dans mon classement, c'est incroyable. Et merci à monsieur Dan Erickson qui a écrit Severance, qui a une histoire assez folle. Le mec sort de nulle part, c'est la première fois qu'il écrit un truc et c'est Apple Télé qui a décidé d'acheter les droits de sa série alors que personne en voulait. Putain, c'est quand même lunaire d'entendre que personne voulait de ça. Mais voilà, Dan Erickson, j'ai très hâte de voir ce qu'il va écrire après ça, quoi, parce que franchement, là, il nous sort ça au premier scénario, putain. Donc voilà, Ouais, nos top 1 très différents, Severance, Honey Boy, rien à ouais. voir. Alors d'ailleurs, Ouais, ouais. Honey Boy qui est le seul de ce classement que je préfère à Palm Trees and Powerlight. Voilà, en tout cas, j'espère que ce format vous aura plu. Je vous rappelle, vous pouvez nous écouter sur YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music, etc. Donc on se retrouvera tous les mois pour faire ce format-là. Merci Ouais. Théo, Mais de rien, c'était un plaisir. et on se dit à très vite au mois prochain. Bye tout le monde.